Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, soyez les bienvenus pour cette première édition de l'Africa Digital Economy Forum, un forum entièrement dédié à l'économie numérique sur le continent, en présence d'éminentes personnalités du monde politique, économique et de la société civile que je souhaite accueillir. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Conseillère spéciale des Nations Unies pour l'Afrique, Monsieur le Directeur général de l'Institut royal des études stratégiques, Monsieur et Madame les ministres, chers intervenants et chers internautes, au nom de la Tribune Afrique et du groupe La Tribune, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette première édition de l'Africa Digital Economy Forum. Comme vous le savez, en Afrique comme partout dans le monde, la crise du Covid a bouleversé les économies et ralenti la croissance, tout en accélérant la transformation digitale. En Afrique, le développement des écosystèmes digitaux est un puissant levier pour redynamiser les économies d'un continent qui, grâce au numérique, a connu depuis plusieurs années des mutations positives d'ampleur. Alors le fait de nous retrouver ici, aujourd'hui, en digital, avec des intervenants provenant de plus de 15 pays sur le continent et aux États-Unis, est bien sûr la démonstration de la puissance du digital, mais c'est avant tout le signe de la volonté de l'ensemble des écosystèmes de faire de l'économie numérique un des enjeux prioritaires du développement du continent. Cette mutation numérique touche l'ensemble des secteurs, de l'agriculture à la pêche, en passant par le tourisme, les jeux vidéo et surtout l'éducation. Voyons ça tout de suite en images et on se retrouve après. C'est une révolution en cours, une révolution qui transforme l'économie traditionnelle, la révolution numérique. Tous les secteurs sont impactés, agriculture, pêche, fintech, commerce, transport, tourisme, divertissement, santé, éducation. Voici 9 exemples dans 9 pays du continent africain. La révolution numérique est en marche. En Côte d'Ivoire, ce jeune entrepreneur dans l'agribusiness propose l'utilisation de drones. Drones pour détecter les zones de maladie dans la plantation, mais aussi drones pour répandre les produits phytosanitaires. Avec le drone de pulvérisation, on arrive à traiter 60 hectares par jour par drone facilement. Alors qu'un producteur moyen, il ne traite que peut-être 4 à 5 hectares par jour. 60 hectares par jour traités contre 5 hectares seulement avec la méthode traditionnelle. À la clé, moins de pertes et plus de productivité pour les producteurs. On estime que d'ici 2030, 200 millions d'agriculteurs seront en demande de digitalisation en Afrique. Au Sénégal, pour aider les pêcheurs, une start-up a créé une plateforme numérique. En un clic, les poissons, encore tout frais, rencontrent les clients, avec un impact direct sur les ventes des pêcheurs. L'impact économique est là et un ratio qu'on mesure, c'est le taux de progression de leur chiffre d'affaires qui est aujourd'hui en moyenne de 25%. 25% de hausse de chiffre d'affaires en moyenne pour les pêcheurs. Plus de revenus pour eux et gain de temps et d'efficacité pour les clients. Je fais mon marché avec mon téléphone, je choisis mes produits, je connais les prix à l'avance, je connais le montant que je vais payer, donc je passe ma commande et le lendemain, je suis livré. En Éthiopie, seul 22% de la population détient un compte bancaire. Un service de mobile money a vu le jour pour permettre aux usagers d'effectuer des opérations financières. It saves me more time, more energy, and the simplicity is like I can make a payment whenever I want. People actually are accessing, their needs wherever they are because of the digitalization. Au Maroc, on compte un réseau de 100 000 épiceries. Cet entrepreneur a créé Wafar, une application numérique qui permet aux clients de bénéficier de réductions sur certains produits. L'idée derrière tout ça, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat des clients, mais également des épiciers, parce que nos premiers clients sont les épiciers, en leur permettant d'augmenter la rentabilité de leur commerce. En Tunisie, 2 millions de personnes utilisent quotidiennement les transports publics. Une start-up a développé une application qui permet de connaître l'heure d'arrivée des bus en temps réel, mais aussi un boîtier électronique, pour récolter des statistiques essentielles aux sociétés de transport. Le citoyen de la ville de demain a besoin d'un transport adapté à ses besoins personnels. En Égypte, le secteur du tourisme représente près de 15% du PIB et totalise 2 millions d'emplois. Ce jeune entrepreneur a créé une application qui permet de géolocaliser les touristes et de les plonger dans l'histoire des sites à travers des contenus sonores. The Great Pyramid was constructed in 2250 BCE
by the second ruler of the fourth dynasty, Khufu. What we are trying to achieve at Vesgo is bringing these great monuments back to life. Au Cameroun, les fondateurs de ce studio de jeux vidéo misent plus que jamais sur le téléphone mobile. D'ici 2030, il y aura 800 millions d'utilisateurs de smartphones en Afrique. Quand on voit les données démographiques de l'âge, c'est qu'il y aura 400 millions de joueurs sur le continent qui joueront sur leur smartphone, sur lesquels nous pensons qu'il y aura 100 millions qui vont faire des micro-paiements à hauteur de 150 francs par semaine. Et ça peut générer 720 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et 1,3 milliard de dollars. En Algérie, dans le domaine de la santé, cette start-up a mis au point une plateforme numérique de téléconsultation médicale. Consulter son médecin à distance est devenu une habitude chez pas mal de patients, surtout les gens qui présentent des maladies chroniques telles que les diabétiques et les hypertendus. Une innovation très utile en période de Covid-19 qui permet aussi de démocratiser l'accès aux soins. En RDC, près de 7 millions d'enfants de 5 à 17 ans ne vont pas à l'école. Pour favoriser l'accès à la connaissance, cet entrepreneur a créé SchoolApp, avec des contenus pédagogiques de la maternelle à l'université, accessibles à distance pour les enseignants et les élèves. Nous avons toujours dit qu'il faut le numérique pour que tous aient accès à une éducation de qualité. Tous ces exemples à travers le continent le prouvent, la révolution numérique est une immense opportunité pour créer des richesses et des emplois, pour améliorer la vie des gens. Rien de tout cela ne serait possible sans un écosystème numérique dynamique. Des entrepreneurs lancent des services numériques dans différents secteurs de l'économie à travers des applications. Pour ce faire, ils s'appuient sur l'intelligence artificielle, le big data, l'Internet des objets, ce qu'on appelle les plateformes cloud. Ils s'appuient aussi sur le réseau, l'énergie, les data centers, comprenez l'infrastructure. Pour réussir, cet écosystème a donc besoin de talent et d'innovation, mais aussi, plus que jamais, de régulation, d'investissement, de cybersécurité, d'une bonne gouvernance. Et ce, afin de libérer tout le potentiel qui existe en Afrique. Car la couverture numérique est encore très faible sur le continent. 60% de la population n'a pas accès à Internet. Et le taux de pénétration du haut débit est bien inférieur à la moyenne mondiale. Il est donc temps de développer l'écosystème numérique pour générer de la croissance et construire l'Afrique de demain. Selon un rapport publié par Oxford Economics, $1 investi dans le numérique peut contribuer à une croissance du PIB de $20. De retour sur le plateau de l'Africa Digital Economy Forum, on le voit bien dans la vidéo, le numérique est une opportunité pour l'ensemble des secteurs économiques et une priorité pour l'ensemble des grands acteurs politiques présents sur le continent. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, nous fait l'honneur d'introduire ce forum. Chers internautes, cette première édition de l'Africa Digital Economy Forum n'aurait pu voir le jour sans le soutien de Huawei, notre partenaire fondateur, que je remercie. Et nous écoutons tout de suite Madame Catherine Chen, vice-présidente et directrice du conseil d'administration de Huawei, pour un discours de bienvenue.
Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Catherine Chen, Senior Vice President and Board Member of Huawei Technologies. I believe that Africa and Huawei have become good friends on our journey towards a digitalized future. As a friend, Huawei is willing to do more for Africa and its people. The pandemic has profoundly changed how we interact with the world around us. In Morocco, Huawei staff worked alongside doctors and the government to launch an AI-assisted screening system for COVID. This greatly eased the burden on Morocco's medical system. In Ethiopia, Huawei provided infrastructure to help Ethiopia Telecom roll out its mobile payment system in May. This has allowed over 4 million users to conduct business in a way that respects social distancing. Looking to the future, Huawei has been stepping up efforts to promote education and gender equality across the globe. We are fully aware of our social responsibility as a leading international ICT company. Therefore, we are pushing for equal access, learning achievement, and continuation in education for all. In Senegal, we run a signature project, Tech for All, alongside UNESCO. This project has provided over 60 schools in the country with digitalized teaching and learning equipment, benefiting more than 15,000 students. In Ivory Coast, we work closely with the Education Bureau to bring quality education to children in remote areas. To date, 10 cities in the country have joined the e-education program. In Ghana, we have provided ICT and AI training to over 20,000 female college students. This has given them the skills needed to pursue bright careers in the tech industry. We believe that it is key to focus on what more we can offer. Dear friends, I believe we must remain determined and cooperative on embracing a digital economy. Together, I'm sure we can build a better future for Africa, where we can unleash our full potential. Thank you. De retour sur le plateau de l'Africa Digital Economy Forum, chers internautes, je souhaiterais partager avec vous les 4 grandes thématiques que nous allons couvrir dans le cadre de ce forum et qui ont été choisies par l'équipe de la Tribune Afrique car ils sont cruciaux pour le développement de l'économie du digital sur le continent. Il s'agit premièrement de la problématique des infrastructures numériques qui, avec l'enjeu majeur de la connectivité, est la condition sine qua non du développement du digital sur le continent. Nous évoquerons ensuite la question de la transformation digitale et la question des stratégies à mettre en place. Viendra ensuite la thématique de l'innovation, qui là aussi est une thématique majeure pour finalement capitaliser sur le digital pour le développement de l'économie du continent. Et enfin, nous évoquerons les talents, car la question du capital humain et du numérique au service des populations et du citoyen est évidemment la priorité. Vous voyez à l'écran qui s'affiche le programme de notre forum que vous pourrez retrouver sur notre site internet africa-digital-economy.com. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier débat pour apporter un aperçu et présenter les perspectives de l'économie numérique en Afrique. J'ai le plaisir d'accueillir M. Lassina Koné, directeur général de Smart Africa. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour monsieur, bienvenue. Et Aman Danouni, managing director et partenaire du BCG, le Boston Consulting Group. Bonjour monsieur. Ravi d'être là également.
Soyez les bienvenus. Je me tourne tout de suite donc vers Lassina Koné. Jusqu'à aujourd'hui, les instances intergouvernementales pointent l'absence sur le continent africain de statistiques sur les aspects clés de l'économie numérique. Et on sait que l'importance des statistiques est cruciale également pour pouvoir accélérer son développement. Vous qui connaissez les réalités du terrain, est-il vrai qu'il est encore difficile d'avoir des données tangibles sur l'économie numérique? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la situation s'améliore? Merci beaucoup Delphine pour la question. Non, pas vraiment. Et il n'est pas difficile d'avoir des données tangibles sur l'économie numérique en Afrique si on s'y prend de la bonne manière, en construisant un cadre de confiance avec le gouvernement africain. Les défis pour moi, les défis pour avoir une meilleure collecte de données sont les suivants. Un, c'est la capacité des ressources humaines à collecter les données qu'on recherche. Deuxièmement, c'est la coordination avec les différentes agences gouvernementales pour la collecte de données. Troisièmement, c'est l'utilisation des données pour soutenir la prise de décision. Smart Africa est, par exemple, en train de travailler sur un sujet très important, sur l'indice de l'économie numérique pour nos pays membres. L'indice de l'économie numérique a pour objectif d'assister les ministres en charge de TIC, des technologies de l'information et de la communication, dans nos pays membres respectifs, à prendre des décisions informées par la donnée et sur la formulation de politiques publiques efficaces en matière de développement numérique. Notre projet d'indice a pour objectif de relever les défis de collecte de données. Je peux citer quelques-uns. La première des choses, c'est le renforcement des capacités et l'apprentissage par les pairs grâce à l'Académie numérique de Smart Africa que nous appelons le SADA pour la formation. Et deuxièmement, c'est la proposition d'un cadre de gouvernance pour la collecte des données dans les pays. Et troisièmement, c'est le renforcement des capacités aussi des décideurs, des ministères, des TIC dans l'utilisation des données pour la prise de décision. Donc, Smart Africa a développé un schéma directeur sur l'économie numérique avec 5 piliers essentiels, notamment c'est les infrastructures numériques, les entreprises numériques, le gouvernement numérique et l'entrepreneuriat axé sur l'innovation et la compétence et valeurs numériques par rapport à la formation des jeunes. Donc, l'indice de l'économie numérique a été développé avec des indicateurs sous chaque pilier. Alors, nous avons commencé avec 4 pays pilotes et nous allons intégrer tous les autres pays de l'Afrique progressivement. Donc, les défis pour avoir une meilleure collecte de données sont, en grosso modo, c'est la capacité des ressources humaines à collecter les données, comme je l'avais dit auparavant. Et cette situation, peut-il vraiment entraver la capacité de formulation des politiques publiques, par exemple, en matière de développement digital? Oui, la réponse à cette question est que oui, c'est que le manque de données peut entraver la capacité à formuler des politiques publiques efficaces en matière de développement du numérique en Afrique. Par exemple, une fois le projet sur l'indice de l'économie numérique terminé, les pays africains, à travers leur ministère de TIC, pourront avoir en un coup d'œil, sur un tableau de bord, les faiblesses et les forces de chaque pilier du cadre de l'économie numérique dont on a déjà parlé. Et l'indice sera alors un véritable outil de développement pour ces pays avec l'appui de Smart Africa. Donc, les points forts seront utilisés dans ce cadre-là par Smart Africa pour développer des apprentissages entre les pays pairs afin de permettre à ceux qui sont faibles dans certains secteurs de l'économie numérique d'apprendre des réalités pratiques d'autres pays. Smart Africa pourra également mieux accompagner le pays dans la mise en œuvre des projets nationaux et continentaux. Très bien, merci beaucoup. Je vais poser la même question donc, à Aman Danouni. Je rappelle, vous êtes Managing Director et Partner donc, du BCG, le Boston Consulting Group. Vous-même, donc, vous connaissez bien les réalités du terrain. Est-il encore difficile donc, d'avoir des données tangibles sur l'économie numérique en Afrique? Et qu'en est-il aujourd'hui? Comment est-ce que, on vient de le voir, éventuellement cette situation peut entraver la capacité de formulation des politiques publiques? Et puis, qu'en est-il aujourd'hui des principaux indicateurs de l'économie numérique sur le continent en votre position?
Merci Delphine. Et pour abonder dans le sens de l'ACINA, effectivement, il y a toujours une question de la difficulté, va dépendre de quelles données on va aller chercher. Et autant sur des sujets d'infrastructure, alors il y a plusieurs sources d'informations, les régulateurs des différents pays, si on parle des infrastructures telco, mais bien d'autres institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale, GSMA ou ce que fait Smart Africa, donnent une bonne idée de certains indicateurs. Maintenant, plus on va d'une logique d'infrastructure vers une logique d'utilisation, vers ensuite une logique de création de valeur, plus ces difficultés augmentent. Et la différence, pour vous donner un exemple, c'est l'infrastructure, c'est, on va dire, il y a quel pourcentage d'un pays est couvert par, disons, une connectivité 4G. L'usage, c'est en fait combien de gens se connectent sur de la 4G, pas la 3G ou la 2G, et avec quel type de device, quel type d'équipement. Est-ce que c'est un smartphone ou est-ce que, comme on les appelle, un feature phone, donc avec moins de capabilities. Et ensuite, la question, c'est une fois qu'on a ça, quelle est la valeur que ça génère? Et une bonne partie de cette valeur, il faut aller la chercher vers les entreprises et les institutions gouvernementales qui utilisent cette infrastructure et cet équipement pour faciliter un service, créer un produit ou le rendre plus disponible. Et c'est là, je pense, que le niveau de difficulté est le plus élevé. Parce que la réalité, c'est que pour un décideur, il faut qu'il comprenne bien évidemment les variables à l'entrée, qui est combien je mets d'infrastructures, d'investissements dans tel ou tel type d'équipement technologique, mais aussi il faut qu'il mette en face de ça, c'est quoi la valeur générée. Et comme je le disais, c'est quoi le niveau de digitalisation de mes entreprises secteur par secteur, quel est le niveau de digitalisation de mes services gouvernementaux, et se dire, maintenant, qu'est-ce que je peux piloter dans mes variables d'entrée, mais également dans où est-ce que j'oriente l'investissement pour avoir le meilleur résultat en termes de politique publique ou de politique industrielle. Donc, je dirais que le niveau de difficulté varie selon qu'on parle de variables d'entrée, d'investissement ou de variables de sortie, l'impact que génère la digitalisation, mais que c'est une question de volonté. Et je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous, on est des acteurs qui souhaitent relever un peu le défi de rendre le continent africain clair et lisible en termes de disponibilité de données, à la fois pour les décideurs publics, mais c'est vrai également pour les entreprises qui souhaitent investir sur notre continent. Tout à fait, je crois que M. Lassina Conné veut rebondir. Oui, je vais rebondir. Effectivement, ce que Amand vient de dire, c'est tout à fait normal, mais la raison pour cela est que les informations sont disponibles, mais ce n'est pas structuré. Ce n'est pas basé sur les 5 piliers dont je viens de citer, par exemple. Aujourd'hui, quand on regarde, nos constats, on a trouvé que les informations sont mieux données quand cette information est relatée par vous-même. Raison pour laquelle la création de l'indice de l'économie numérique est très importante. C'est un outil parce que ça nous donnera la couverture de l'infrastructure, ça nous donnera par exemple le taux de digitalisation du gouvernement, ça nous donnera le taux de digitalisation des entreprises, ça nous donnera aussi sur l'infrastructure ou alors la formation ou alors l'entrepreneuriat axé sur l'innovation. Et avec un petit test, par exemple, si je peux vraiment partager là, en 2020, Smart Africa, par exemple, on a élaboré un rapport sur l'économie numérique en Afrique avec 10 pays, à savoir l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Kenya, Nigeria, Sénégal et Sierra Leone. Et ce rapport peut être téléchargé, bien sûr, sur notre site. Je vous encourage d'ailleurs de le télécharger. Chaque pays a eu un aperçu des performances des autres pays sur chaque pilier dont j'ai cité. Et nous travaillons en étroite collaboration avec ces pays pour vraiment combler les lacunes. Par exemple, nous aidons en ce moment la Sierra Leone à développer la stratégie de gouvernement numérique et une solution qui est une solution de e-gov, comme on le dit, le système de suivi électronique des données et flux de travail qui accroîtra l'efficacité du gouvernement de Sierra Leone. Grâce à l'automatisation des processus administratifs, une fois cette expérience réussie, par exemple, nous allons la généraliser avec tous les autres pays membres de Smart Africa. Et c'est ça que je voulais ajouter, c'est parce que les informations ne sont pas structurées. Et aujourd'hui, moi-même en tant qu'un ancien consultant de Booz Allen, et je sais très bien,
La plupart du temps, quand on a besoin des données d'un autre pays, on fait du mimicking, comme on le dit. On regarde la taille du pays, la population du pays et la croissance, et alors on fait une simulation. Et c'est à tout ça que nous voulons mettre fin en donnant des outils à nos pays membres pour pouvoir bien travailler. Très bien, merci beaucoup. On le voit bien, donc effectivement, l'importance d'avoir donc des données comme outil à la décision tant dans le secteur public que pour les investisseurs et le secteur privé. Comme je vous l'ai dit, dans le cadre de notre forum, le point le plus important, en tout cas la thématique première qui va ouvrir la suite du forum, c'est la question des infrastructures. Et je voudrais maintenant qu'on se penche rapidement sur ce sujet. Je me tourne donc vers Aman Danouni. Justement, donc, le Boston Consulting Group a sorti donc un rapport sur l'adoption du digital en Afrique en mars dernier, en collaboration avec Casablanca Finance City au Maroc, il me semble. Selon les conclusions du rapport, en dépit du fait que l'Afrique soit actuellement en retard sur les autres régions, le rythme de l'adoption et de la construction d'infrastructures se produit plus rapidement sur le continent que dans toutes les autres régions du monde. Quelle importance revêtent justement ces infrastructures et quels sont finalement les indices clés que vous pouvez partager avec nous sur cette dimension des infrastructures sur le continent ? Ouais, et je répondrai, merci beaucoup Delphine, c'est une question intéressante et je pense que c'est important aussi de distinguer les différents types d'indicateurs qu'il faut regarder. Comme je le disais, la partie infrastructure, alors c'est, je pense, la plupart des auditeurs ou téléspectateurs, je ne sais pas comment on doit les appeler, dans cet âge digital, ils sont au courant du fait que l'Afrique, en termes d'infrastructure, a une position de départ qui est relativement faible si on la compare aux autres continents, à l'Europe, aux deux Amériques et l'Asie, qui est très hétérogène, mais une grosse moyenne, c'est vrai. Maintenant, on a beaucoup d'efforts d'équipement en infrastructure qui se font alors, de façon inégale également en Afrique, mais très rapidement. On a un phénomène aussi de ce qu'on appelle leapfrogging. Donc, dans la plupart des pays, on n'est pas passé par la même séquence de technologies de connectivité, par exemple, et ce retard-là est rattrapé de façon très accélérée. Maintenant, ce que j'aimerais rajouter à cette vision qui est purement infrastructure, l'autre vision sur l'adoption ou la génération de valeur. Et là, on a fait une étude, comme vous l'avez cité, avec Casablanca Finance City. Alors, Casablanca Finance City est basée au Maroc, mais l'étude a couvert l'ensemble du continent africain, en tout cas les 5-6 pays les plus importants en termes de PIB que vous connaissez. Et là, on voit que le niveau de maturité digitale des entreprises africaines, et même si l'infrastructure rattrape le coche, est faible. On a une échelle d'évaluation de maturité qu'on appelle le DAI, le Digital Acceleration Index, sur laquelle on a évalué jusqu'à maintenant 5000 entreprises de par le monde, dont 300 en Afrique. Et vous voyez que le niveau de maturité, quelle que soit l'industrie, est faible. Alors sur une échelle de 100, on est sur une moyenne de 29 en Afrique et une moyenne entre 49 et 55 si on prend les autres continents. Donc on sait qu'on part d'une base relativement faible. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que derrière cette moyenne se cachent aussi des champions africains qui ont digitalisé leurs entreprises, leurs institutions gouvernementales de façon très volontariste et qui arrivent aujourd'hui à produire une efficacité et une productivité totalement comparables aux champions digitaux des autres continents, que ce soit notre nord, est ou ouest. Très bien. Oui, Monsieur Lassina Koné. Merci beaucoup. Je voudrais juste rebondir un peu. Oui, l'Afrique, quand on parle de l'infrastructure, on constate peut-être comparé aux autres continents qu'on a un taux faible de pénétration. Mais il faut vraiment regarder la connectivité dans l'ensemble. J'espère que l'étude a regardé aussi ce que nous appelons usage gap, qui est le fossé d'utilisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que nous savons est que le taux de pénétration, ou alors en Afrique, c'est environ 39,8% des Africains sont connectés. Donc, le reste, qui est pratiquement plus de 60%, reste à connecter. Mais il y a un élément qui est très important dans le fossé de l'usage, c'est-à-dire
Nous avons aujourd'hui pratiquement 30% de la population du continent africain qui sont dans une zone où il y a la connectivité, mais ce n'est pas abordable. Ce n'est pas abordable pour plusieurs raisons. L'Internet est très cher, ça fait un. C'est aussi lié à Access Devices, c'est-à-dire qui sont les outils d'accès à Internet. C'est lié aussi à la diversification de contenu selon le contexte africain. Et quatrièmement, c'est aussi lié à la sécurité. Alors, nous travaillons dur dans ce domaine-là. C'est ce que nous appelons aujourd'hui meaningful connectivity, c'est-à-dire la connectivité significative, si on peut le dire. C'est-à-dire la connectivité n'est plus un problème de l'infrastructure, mais il faut accompagner avec l'abordabilité, le fait que ça soit abordable, la cybersécurité, le contenu, ainsi que les outils d'accès. Donc ça, c'est très important. Si nous arrivons à relever ce défi, je dirais que d'ici 2005, l'Afrique pourra bien atteindre, au lieu de 39%, nous pourrons certainement récupérer les 30% plus le 39%, donc ça va nous amener vers la 70% de connectivité. Donc, quand on dit l'infrastructure, ce n'est pas purement l'infrastructure en tant que tête des telcos, mais il y a des éléments, des aspects qui sont associés aussi au coût de l'Internet et aux autres éléments qui sont nécessaires pour nos citoyens de connecter sur l'Internet. Et peut-être pour compléter, je suis complètement aligné, je suis complètement d'accord, et pour compléter cette image, il faut aussi considérer que ce usage gap, comme vous l'avez appelé, concerne aussi des injustices qu'il va falloir réparer. Parce qu'on a des écarts générationnels, des écarts territoriaux et des écarts entre genres. Il se trouve que malheureusement, les femmes africaines n'ont pas en moyenne la même connectivité que les hommes africains. Et c'est vrai pour les territoires que la SINA a mentionné, c'est vrai également pour un gap générationnel. Donc il faut aussi se dire qu'au-delà de déployer de l'infrastructure, il y a un effort volontariste de pouvoir la distribuer de façon égale, équitable entre les différentes populations africaines, et ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut vraiment le faire de façon volontariste. L'une de mes associées, Zineb Skali, a publié un article dernièrement sur la partie genre, et je vous invite à le lire. Ce n'est pas qu'une question d'équité, c'est aussi une question de progrès qu'il va falloir pousser de façon forte dans le continent africain. Tout à fait. Et alors, justement, donc comme je vous le disais, donc on va évoquer la question des infrastructures. Donc ça, on vient de le faire. Ensuite, nous allons évoquer la question de la transformation et des stratégies. Donc des stratégies, comme on le disait, politiques, étatiques des États qui doivent intégrer ces dimensions. Donc justement, Monsieur Lassina Conné, avec l'Alliance Smart Africa, vous êtes au plus proche de la stratégie de plus d'une vingtaine de pays d'Afrique sur ces problématiques. Est-ce que vous voyez émerger aujourd'hui des stratégies politiques, étatiques qui intègrent l'ensemble de ces données? C'est-à-dire pas seulement les infrastructures, mais les problématiques sociétales et les problématiques économiques. Merci pour la question. Oui, en tant qu'au niveau du Smart Africa et les 32 pays membres du Smart Africa aujourd'hui qui constituent à peu près 850 millions de consommateurs en Afrique. Et vous savez très bien que le conseil d'administration de Smart Africa est dirigé par son Excellence le président de Kagame, qui est le président du Rwanda, avec ses pairs. Donc, à l'unanimité, les chefs d'État sont complètement à bord par rapport aux différentes stratégies que nous présentons. D'ailleurs, on vient de finir le conseil d'administration le 10 novembre dernier. Et il y a certains pays, il faut dire que dans les 32 pays, il y a une disparité en quelque sorte en ce qui concerne le progrès dans le numérique et dans la transformation. Nous voyons bien sûr des pays qui sont très agressifs, comme le Bénin récemment, le Kenya, le Rwanda, bien sûr, et puis aussi le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui revient aussi en force. Et nous voyons qu'il y a une volonté politique au niveau des chefs d'État ainsi que les ministres. Et ça, c'est notre objectif. C'est la raison pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement. Mais il y a quelque chose qui est très important. Pour un progrès collectif de nos pays, il y a quelque chose qui est très important qu'on appelle la gouvernance au sein de la transformation numérique. Parce que la transformation numérique, aujourd'hui, est vue en Afrique comme un domaine comme l'agriculture, l'éducation, l'énergie. Non.
Non, la transformation numérique doit être au centre du développement socio-économique de nos pays. Et c'est ce message que nous essayons de lancer. C'est-à-dire, ce n'est pas un ministère comme tout autre ministère, car tous les autres ministères doivent se baser sur la transformation numérique et l'économie numérique, parce qu'il y a toujours des croisements en matière de chiffres économiques à la fin qui est dont le pays va bénéficier en matière de transformation. Merci. Merci Aman Danouni. Le BCG donc, accompagne les gouvernements, y compris dans leur stratégie digitale. Quelle est justement votre vision de cette mise en place des stratégies et des priorités qui y sont données? J'aimerais apporter un éclairage un peu différent du coup pour compléter et enrichir la discussion, qui est maintenant comment c'est vu du point de vue des entreprises. Parce que bien évidemment, la politique publique est un élément important de la digitalisation de nos pays. Il faut aussi voir que les acteurs économiques ont un rôle à jouer. Et quand on regarde aujourd'hui où est la difficulté et c'est vrai sur toutes les industries que vous pouvez imaginer, que ce soit la banque et les telcos qui sont les plus matures, encore une fois en moyenne d'un point de vue d'équipement technologique, c'est vrai également sur des secteurs un peu moins matures, sur l'industrie minière ou l'énergie. Sur l'ensemble, la difficulté qu'on constate n'est pas sur la réflexion stratégique, mais sur l'exécution. Aujourd'hui, je pense que vous prenez une entreprise d'une certaine taille en Afrique, vous allez trouver des plans de transformation digitale, des idées de transformation digitale, ça existera. La différence, c'est ceux qui réussissent arrivent à embrayer derrière sur une vraie exécution, ceux qui ne réussissent pas restent au stade d'idée. Et je pense qu'il faut accepter aujourd'hui que la difficulté chez les acteurs économiques africains est de trouver pas seulement la technologie, parce que c'est la partie la plus simple, mais de trouver les talents qu'il faut pour exécuter et rendre réelles les idées de transformation qu'on peut imaginer, rêver, dessiner. C'est pour moi ça le vrai challenge des entreprises et des acteurs économiques, et par ailleurs, par transition, je dirais des décideurs et hommes et femmes politiques africains. Tout à fait. Donc, ce n'est pas uniquement au niveau des politiques publiques, c'est également au niveau du secteur privé. Et finalement, la question des talents concerne l'ensemble de l'écosystème. Vous avez bien fait de souligner l'importance du secteur privé, qui a été quand même au départ, qui était à l'origine de l'essor du développement du numérique sur le continent et qui aujourd'hui est accompagné par le gouvernement. On le reverra dans le cadre du forum. Cette question des talents est cruciale pour véritablement qu'il y ait un décollage de l'économie numérique sur le continent. Je voudrais quand même qu'on revienne maintenant sur la notion, et pour faire la transition avec la notion des talents, sur la notion d'entrepreneuriat et d'émergence donc de start-up et de nouveaux services sur le continent en matière de numérique. Donc, Lassina Koné, vous, de votre point de vue, à l'échelle du continent, est-ce qu'il y a aujourd'hui des écosystèmes suffisamment développés, alors soit développés par le secteur public ou par le secteur privé, pour pouvoir faire émerger justement ces nouveaux services et ces nouveaux usages qui permettront de faire décoller et de créer ces leapfrogs dont on parlait, donc en matière d'économie digitale sur le continent? Merci beaucoup pour la question, Delphine. Au fait, aujourd'hui, il faut noter qu'il y a 7 unicornes. Il y a 7 unicornes qui sont en Afrique. Unicorn, ça veut dire les startups qui ont une évaluation sur la bourse de plus de 1 milliard de dollars. Nous en avons 7. Mais ce qui se passe est que les startups, les 10 dernières années, ou alors les 10 dernières années, je dirais que la plupart de ces startups dans leur pays, ce n'était pas légiféré. Alors, Smart Africa, avec ensemble le pays membre Tunisie, ça fait pratiquement maintenant 2 ans, nous avons créé, par exemple, nous avons lancé le projet phare que nous appelons Startup Act, qui permet aux différents pays membres de Smart Africa de légiférer cet écosystème des entrepreneurs et les innovateurs. Et ça a fait qu'aujourd'hui, la Tunisie décolle, le Mali a passé, par exemple, le Startup Act, le Sénégal a passé, la Côte d'Ivoire est en train de passer, le Rwanda, et tout le monde est rentré dans le jeu. Ça, c'est premièrement. Parce que 7 unicornes pour un continent de 1,3 milliard, c'est vraiment très peu. Mais la réalité est que si nous nous organisons au niveau des États avec les législations pour les startups et les accompagnements en tant que les hubs, les accélérateurs, ainsi de suite, et avec le financement, je vais parler du financement tantôt,
Ça veut dire véritablement que l'Afrique n'est pas capable de créer un unicorn tous les jours. Juste en développant une application et vendue à $1 à la population. Donc, combien de milliardaires, combien de unicorns l'Afrique pourra créer? Donc, ça, c'est l'aspect de, comment on appelle ça, leapfrogging. Mais derrière cela, il faut que la formation suive, et qui est bien sûr le quatrième pilier de l'économie numérique, qui est skilling, reskilling and upskilling, la formation. Pour la formation, raison pour laquelle Smart Africa, ça fait plus d'1 an que nous avons commencé le SADA, c'est-à-dire l'Académie numérique de Smart Africa. Mais l'Académie numérique de Smart Africa, à ce stade, c'est cibler les décideurs. Car souvent, on pense qu'on parle de la technologie, les technologies émergentes, mais les décideurs, en réalité, ne suivent pas. Donc, aujourd'hui, en moins d'1 an, nous avons formé plus de 800 décideurs dans 23 différents pays sur l'aspect des technologies émergentes, de telle sorte que quand nous prenons le dossier au niveau du Conseil africain des régulateurs et organes consultatifs de Smart Africa, ou alors en Conseil des ministres, que les ministres et les régulateurs comprennent exactement les enjeux de l'implémentation de ces technologies dans leurs pays respectifs. Donc, il faut nécessairement, pour accompagner, il faut la formation. La formation, et nous sommes en train de faire cela. Maintenant, parlant de financement, parallèlement, nous avons créé non seulement le projet phare de Startup Act avec la Tunisie, l'accompagnement, on a fait ça avec le Smart Africa Block Funds. Smart Africa Block Funds, c'est un fonds comme on appelle un blended financing, financement blendé, c'est-à-dire les États prennent à peu près 30% et le 70% va venir du secteur privé. C'est une levée de fonds d'à peu près 100 millions d'euros dans les 10 ans à venir, 5 millions d'euros venant de chaque pays de Smart Africa. Et aujourd'hui, déjà, il y a la Côte d'Ivoire qui s'est portée volonté pour déjà commencer à payer sa contribution et les autres pays sont en voie. Et ce fonds est géré au niveau de Luxembourg pour accompagner, bien sûr, les startups dans le financement. Tout à fait, le financement est crucial. Il y a l'écosystème et le financement. Aman Danouni, quel est votre point de vue là-dessus et qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement? Parce que vous avez beaucoup parlé du secteur privé en disant que c'était le secteur privé finalement qui drive aussi et qui fait émerger ces nouvelles startups. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ce secteur privé au-delà de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire au-delà juste de fait de pouvoir faire et d'implémenter les politiques? Qu'est-ce qu'il y a comme structure qui manque aujourd'hui ou qui ne sont pas assez développées à l'échelle du continent et qui permettraient de faire décoller ces nouveaux services? Je vais commencer par là où Lassina a terminé son intervention, qui est sur le financement. Et la réalité de la partie financement, c'est qu'elle est double. Alors, c'est vrai que quand vous regardez les statistiques de combien d'argent de venture capital est déversé en Afrique, si vous regardez la tendance, ça croît. Entre 2020 et 2021, si vous regardez la partie d'investissement dans les startups fintech, ça a doublé. Enfin, en tout cas, à date, on voit que ça a doublé. On espère que la fin de l'année le confirmera, mais il y a tout pour. Mais si vous regardez la somme, c'est extrêmement faible. Et c'est le pendant de ce que Lassina a décrit, c'est qu'on est quand même sur un continent énorme qui a des capacités et des ressources humaines qui s'enrichissent, mais on voit le nombre de licornes africaines, on voit aussi l'argent de venture capital qui permet aux entrepreneurs de vivre leur aventure, qui est relativement faible. Maintenant, si vous parlez aux venture capitalistes, qu'est-ce qu'ils vous diront? Ils vous diront qu'on veut bien investir plus, mais la réalité, le facteur limitant n'est pas l'investissement, ce n'est pas juste l'argent. C'est que pour aider un entrepreneur à réussir, il faut également de l'accompagnement. Alors, je pense que c'est ce que Lassina a appelé formation, et bon, chacun le voit d'une perspective un peu différente. Et je pense que c'est ça aussi le rôle des acteurs économiques plus établis. Si vous regardez la scène africaine, j'ai parlé de la fintech, alors bien évidemment, il y a du wave, il y a des acteurs qui essaient de faire ça sur des périmètres plus ou moins larges, géographiquement, mais il y a aussi des acteurs établis comme, alors si je ne cite que les telcos, Safaricom, MTN ou d'autres, qui ont créé à l'intérieur de la structure corporate, à l'intérieur de Safaricom, à l'intérieur de MTN, des startups. M-Pesa, il y a 14 ans, c'était une startup, c'était une idée de faire du mobile money. Il se trouve que c'était à l'intérieur d'un corporate très établi et que bon, voilà, ça aussi, ça a ses inconvénients, mais
ça a l'avantage de faire bénéficier ces idées-là d'un accompagnement quasiment par défaut et de ressources, si le management le fait proprement et voit l'impact de l'investissement dans l'innovation en amont, d'un accompagnement sur les deux fronts. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a ce besoin-là, mais voyons aussi comment l'écosystème d'acteurs établis existants peut aussi contribuer dans cette avancée-là. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Cette séquence touche à sa fin. Je vous remercie donc d'avoir posé ces grands sujets avant donc les autres panels interventions sur les problématiques que j'ai énoncées. Et nous allons passer tout de suite à la problématique de la transformation et même de la disruption. Disruption digitale, levier de changement au service d'un développement autonome de l'Afrique. Un discours de monsieur Mohamed Tafik Mouline, directeur général de l'Institut royal des études stratégiques. Messieurs, merci beaucoup. Nous écoutons tout de suite monsieur Mouline. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, donc c'est avec un grand plaisir que je participe à la première édition de l'Africa Digital Economy Forum, organisée conjointement par la Tribune Afrique et Huawei Technologies. L'Institut royal des études stratégiques, que je dénommerai par la suite comme étant IRES, est un partenaire stratégique de cette première édition, parce qu'il accorde un intérêt particulier à l'approfondissement du dialogue avec des centres de réflexion et les grands opérateurs internationaux, notamment africains. Tout en évoquant brièvement donc, les travaux de l'IRES qui sont en lien avec la thématique du forum, la présente communication mettra en évidence l'accélération de la digitalisation, la distribution digitale dans le monde, et tentera de passer en revue donc, les opportunités qu'elle offre pour le continent africain. Quelques propositions seront formulées par la suite dans l'objectif de permettre à l'Afrique de s'emparer rapidement de ce levier de changement, ouvrant l'accès au monde de demain et contribuant à l'accélération de son développement autonome. Je commencerai par une définition de la distribution digitale. Donc, c'est une transformation numérique portée par une nouvelle génération de technologies distributives qui servent aujourd'hui de plateforme stimulante pour une innovation digitale sans précédent. Elle remet en cause les règles du marché, bouscule les business models et ouvre le champ des possibles à travers la création de nouveaux usages. Les modes de vie actuels, donc hyper connectés, amènent l'ensemble des secteurs d'activité à adapter leur modèle économique aux nouveaux usages émergents de la sphère digitale. Cette question, donc, après avoir défini la distribution digitale, je vais parler un peu de l'IRES, comment il a abordé cette question digitale dans ses différents travaux. Donc, c'est une question qui fait partie des préoccupations de l'IRES depuis le lancement en 2008 du programme d'études sur la compétitivité globale du Maroc. Et en 2014, au niveau du programme d'études sur le capital immatériel. Donc, un chapitre était consacré à la révolution digitale dans le rapport stratégique de 2015 de l'IRES intitulé « Panorama du Maroc dans le monde, les transitions majeures ». En fait, chaque année, on fait un rapport annuel et cette question de la transition digitale est revenue pratiquement de façon constante. En 2016, donc, la première édition du panel international de prospectivistes, donc organisé par l'IRES, avait clairement montré que la digitalisation est l'une des tendances lourdes donc, qui impacterait à l'horizon 2030 tant la compétitivité des économies, en participant à la définition des règles concurrentielles, que les rapports sociaux, en conduisant donc à une transformation profonde des conditions de vivre ensemble. Dans son rapport stratégique 2019, intitulé « Vers un nouveau modèle de développement », l'IRES avait considéré l'émergence rapide de technologies disruptives comme l'une des principales ruptures en mesure de changer la donne dans un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu, ce qu'on appelle le monde de vulcain. Enfin, le rapport stratégique 2021 de l'IRES
dédié à la réflexion sur le monde post-Covid a mis en évidence le fait que l'avenir de la mondialisation, quelle que soit sa forme, sera profondément influencé par la distribution digitale. En fait, tous ces rapports-là sont sur le site de l'IRES. Donc, grâce au développement rapide des technologies de pointe, la distribution digitale s'accélère dans toutes les régions du monde, introduisant une mutation majeure des modes actuels de faire, de vivre et de penser. La première vague de cette disruption s'est d'ores et déjà produite dans des secteurs classiques comme la finance, les télécommunications, la sécurité ou le commerce de détail. La seconde vague est en train de modifier la gouvernance, le mode de fonctionnement des administrations et des entreprises, le mode de gestion des secteurs de la vie, tels que l'alimentation, l'éducation et la santé, ainsi que les processus industriels dans des secteurs économiques clés à l'instar de l'automobile et de l'aéronautique. La situation chaotique provoquée par la pandémie de la COVID-19 a conduit à une exacerbation de la distribution digitale. Deux exemples sont significatifs. Le premier exemple, c'est la DigiChain. Donc, alors que les tests produits sont encore réalisés à partir d'échantillons physiques envoyés par les fabricants, souvent à longue distance, le confinement des populations et les impératifs de la transition écologique ont amené nombre de commerçants de détail et de multinationales à passer à l'impression 3D. Donc, du test produit digital à la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement, un pas a été rapidement franchi par certaines grandes entreprises multinationales qui ont ainsi réduit leur délai et leur coût énergétique et accru sensiblement leur contrôle qualité et leur time to market. Le deuxième exemple concerne les robots hospitaliers. Jusque-là limité aux bras robotiques dédiés à l'assistance chirurgicale, la robotique mobile a fait son entrée à l'hôpital à l'occasion de son entrée massive, parce qu'elle existait un peu avant, à l'hôpital à l'occasion de la pandémie de la COVID-19, aussi bien pour suppléer le manque de personnel hospitalier que pour protéger celui-ci de la contamination, encore pour désinfecter les lieux. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, donc l'Afrique n'échappe pas à cette distribution digitale planétaire. Nombreux sont les pays africains qui sont parvenus à développer leur écosystème digital en vue de faire face aux défis politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Le continent est entré, certes, moins massivement, mais souvent plus tôt que certains pays développés dans la transition digitale. De nombreux opérateurs africains se sont déjà lancés dans la bataille du digital, souvent plus rapidement que leurs compétiteurs internationaux. Les décideurs africains ont vu venir le développement d'une économie fondée sur les applications. Cela leur a permis de sauter l'étape de l'ordinateur ou de l'informatique classique pour s'investir directement dans l'économie mobile. Donc, une mosaïque d'entrepreneurs, start-up, technologiques et centres d'innovation joignent leurs forces au-delà des frontières pour créer un véritable écosystème de technologie de l'information, attirant des acteurs majeurs comme Facebook, Netflix et SAP, tandis que la Silicon Valley investit dans de grands projets digitaux en Afrique, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique australe. La distribution digitale est porteuse d'une mine d'opportunités pour le continent africain. L'IRES avait mis clairement en exergue dans son rapport stratégique 2018 la transition digitale en tant que levier de changement au service d'un développement autonome de l'Afrique, c'est-à-dire un développement par les propres moyens de l'Afrique, mais aussi dans le cadre d'un partenariat avec les puissances internationales. Ce développement autonome, aujourd'hui, on l'appelle plus développement endogène que réellement autonome. Sur le plan politique, donc la transformation digitale représente un des moyens à même de restaurer la confiance institutionnelle, et ce, en accordant l'accès aux données, aux informations publiques et en favorisant la participation des Africains à l'élaboration de politiques publiques. Elle pourrait aider à la conception de services publics de demain plus adaptés
à la demande des citoyens, c'est-à-dire des services qui sont plus personnalisés. Sur le plan économique, la distribution digitale permettrait l'émergence d'un nouveau business model africain centré sur l'usage et la créativité et basé sur une économie digitale globale. Ceci pourrait être l'un des principaux moteurs de la croissance économique future en Afrique. Sur le plan social et sociétal, la distribution digitale, en libérant donc les initiatives, pourrait contribuer à accélérer la réalisation d'objectifs de développement durable en Afrique, consistant donc à lutter contre la pauvreté et à améliorer la santé, à réduire les inégalités, à promouvoir la prospérité et le bien-être social et à préserver la nature. L'Afrique devrait sauter des étapes pour s'emparer rapidement de ce levier de changement, ouvrant l'accès au monde de demain. Elle devrait faire du digital un agenda régional porté par l'ensemble des acteurs. Pour la concrétisation de cet objectif, il faudrait un certain nombre de choses. D'abord, faire le bilan de la situation du numérique en Afrique et procéder à une évaluation globale des politiques jusque-là menées. Jeter les bases d'une politique des usages qui soit ambitieuse et intégrée, parce que l'entrée pleine et entière de l'Afrique dans l'ère de la distribution digitale nécessite le développement d'une forte culture numérique. Préserver la souveraineté numérique et doter l'Afrique d'une stratégie de cyberdéfense destinée à la fois à lutter contre la cybercriminalité, d'autant plus que l'Afrique abrite, au niveau africain, il y a plus de la moitié des conflits mondiaux. Ça consiste aussi à soigner la réputation du continent et à développer une diplomatie au profit des intérêts stratégiques de l'Afrique. Promouvoir activement aussi des politiques publiques spécifiques susceptibles d'accompagner sur le plan de la digitalisation le développement de l'économie et l'évolution de la société, de lutter contre la fracture numérique, de promouvoir des offres d'équipement en technologie de l'information à des prix susceptibles, accessibles et d'éduquer à une utilisation critique et raisonnée des technologies digitales. De telles politiques publiques requièrent pour leur mise en œuvre appropriée un certain nombre de mesures que je vais énumérer. Ce sont en quelque sorte des propositions dans le cadre de la participation donc à cette première édition d'Africa Digital Economy. Première proposition, c'est créer une agence africaine pour le développement du digital. Mettre en place un cadre réglementaire panafricain permettant la libéralisation d'accès à Internet et l'institutionnalisation de la transition digitale. Développer intensivement les technologies disruptives et investir dans une nouvelle génération d'infrastructures numériques solides et fiables qui soient alignées sur les standards internationaux et en phase avec les évolutions technologiques. L'édification d'infrastructures numériques est désormais aussi importante pour le développement socio-économique que l'ont été les routes et les autres moyens de communication matériels par le passé. Investir massivement dans la formation de compétences humaines digitales. L'école africaine devrait offrir à chaque élève, en plus de savoir lire et écrire, la possibilité de développer ses compétences digitales, à savoir la connaissance des outils numériques et du langage des données, la construction de sites web. Alphabétiser au digital permettrait d'accroître à la fois l'employabilité et la civilité digitale des jeunes africains. Promouvoir la recherche, développement et l'innovation pour accompagner la transition digitale du continent et renforcer la coopération du continent avec les pays partenaires pour résorber la fracture numérique et lutter contre la cybercriminalité. En s'inspirant donc des expériences digitales réussies au niveau international, donc l'Afrique devrait jeter les bases d'une économie digitale prospère, ce qui exige au préalable le développement d'un système africain d'identification numérique, à l'instar de celui mis en place par exemple par l'Inde, mais aussi la création de cloud africains souverains permettant l'émergence d'un écosystème africain propice à l'innovation digitale, à l'épanouissement d'une jeunesse africaine talentueuse. Enfin, l'avenir de l'Afrique en tant que continent digital, bâti par et pour les Africains, est tributaire d'un certain nombre d'éléments que je vais également énumérer. D'abord, définir une vision stratégique claire, soutenue par un portage politique de haut niveau,
au sein de l'Union africaine et inscrite dans la lignée des axes de l'agenda 2063 de Africa We Want. Instaurer une gouvernance digitale s'appuyant sur une approche inclusive avec l'implication de l'ensemble des acteurs concernés et une appropriation collective des enjeux inhérents à la digitalisation. Promouvoir des investissements durables digitaux, à la fois publics et privés, développer rapidement les technologies disruptives et améliorer leur usage, combler les fossés digitaux en cours et à venir, et procéder à l'éducation digitale de l'ensemble des populations africaines. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès aux travaux de ce forum. De retour sur le plateau pour ce premier grand panel dédié donc à l'une des thématiques principales de ce forum. Je veux parler bien sûr des infrastructures. Infrastructures numériques, comment accélérer la connectivité en Afrique? C'est effectivement un sujet crucial. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mes prestigieux invités. Monsieur Yacoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications de la République du Sénégal. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Madame Delphine, bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir invités à ce forum et je voudrais vous remercier et vous féliciter pour cette importante initiative. Merci beaucoup et soyez le bienvenu. J'accueille également donc Mohamed Benamor. Mohamed Benamor, vous êtes secrétaire général de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication, l'AICTO. Bonjour monsieur. Bonjour Delphine, heureux de me joindre à vous et ce serait un plaisir de contribuer à ce forum dédié à le Digital Economy Forum for Africa. Très bien, merci. Je me tourne maintenant donc vers Elisabeth Medou-Badang. Bonjour madame, vous êtes vice-présidente Orange Afrique et Moyen-Orient et porte-parole du groupe. Bonjour madame. Bonjour madame et bonjour à tous. Je suis honorée de participer à ce panel et je vous félicite également pour cette initiative qui adresse une des problématiques cruciales du développement de notre continent. Tout à fait, et auquel participe Orange. Merci de votre présence. Et enfin, donc, Aboubacar Karim, qui est CEO de Investive. Bonjour. Bonjour, bonjour et merci de m'avoir invité pour ce panel. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette activité et pour cette thématique aussi importante qui est tout ce qui a trait au digital. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et donc, soyez tous les bienvenus. Je le disais, et nous l'avons répété, l'infrastructure numérique, c'est le sujet si on veut développer l'économie numérique. Nous avons 1 heure pour en parler. 1 heure avec 3 grands sujets que nous avons choisis avec la rédaction. Premièrement, quelles politiques et stratégies les États, donc ministères et autorités de régulation, peuvent-ils mettre en place pour stimuler le développement des infrastructures ? Deuxièmement, finalement, à l'échelle du continent, comment améliorer la connectivité sur les réseaux mobiles et fixes, à la fois en termes de couverture, mais également de qualité. Et enfin, comment les nouvelles technologies, parmi lesquelles l'intelligence artificielle, la technologie 5G, peuvent-elles proposer et créer de nouvelles opportunités qui pourraient permettre de stimuler l'exploration des innovations sur le continent africain. Mais tout de suite, pour commencer, nous allons donc, comme je le disais, évoquer la question donc de la politique et je me tourne vers donc Monsieur le ministre Diattara. Monsieur le ministre, donc je m'adresse à vous pour vous poser la question. Dès 2016, le président de la République du Sénégal a signé d'importants décrets et a mis en place une véritable stratégie, donc une stratégie dénommée Sénégal numérique 2025 qui, je le répète, a débuté en 2016. Où on en est de stratégie concrètement, et qu'est-ce que vous proposez comme étant les prochaines étapes cruciales pour le développement de cette connectivité et de ces infrastructures au Sénégal et sur le continent? Merci Delphine, je voudrais donc exprimer mon réel plaisir à participer à ce forum et également vous adresser les félicitations du chef de l'État à son Excellence Macky Sall, donc de lui avoir associé à cette importante activité.
et aussi vous dire c'est avec beaucoup de plaisir que je le représente aujourd'hui et vous féliciter pour cette importante initiative. Je pense que les thématiques abordées sont d'une importance capitale pour le continent et je voudrais vraiment vous féliciter. Je vous dire également c'est avec beaucoup de joie que je partage avec les panélistes la stratégie Sénégal numérique, donc élaborée par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et dire quand même que d'une manière globale, l'utilisation du numérique a un caractère primordial pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Et c'est ainsi que dans son programme quinquennal, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, dans son programme quinquennal 3-5-5, le chef de l'État a consacré la société numérique inclusive comme troisième initiative présidentielle, avec l'ambition de promouvoir une société apprenante et une économie de l'innovation. À ce titre, le Sénégal a mis en place la stratégie Sénégal numérique 2025 et qui a pour vision, en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. De ce point de vue, les axes stratégiques définis dans la stratégie SNV25 se focalisent donc sur des questions d'accès aux réseaux et services numériques, de la transformation digitale de l'administration, du développement d'une industrie numérique innovante, créatrice donc de valeur et d'emploi, et enfin donc de la diffusion du numérique dans les secteurs socio-économiques. Donc nous avons également entamé un certain nombre de réformes donc liées à l'actualisation du cadre juridique et institutionnel donc de gouvernance des TIC, donc parmi lesquels il y a un volet important donc de mutualisation et de développement des infrastructures numériques. Donc pour dire simplement que l'accès à l'infrastructure est primordial et il stimule l'innovation numérique, favorise l'essor d'une économie numérique compétitive et inclusive et attire l'investissement et surtout permet l'éclosion de services émergents tels que l'Internet des objets, le big data, l'intelligence artificielle, les services financiers numériques, les fintech et le commerce électronique, surtout favorise la création d'emplois. C'est pour dire tout simplement d'une manière globale, le Sénégal est dans une dynamique de développement des infrastructures numériques pour permettre, comme on a dit, que l'économie numérique joue pleinement son rôle dans l'économie nationale. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Effectivement, ces infrastructures et notamment les nouvelles technologies, que nous y reviendrons après, vont permettre d'accélérer encore plus. On sait que depuis les débuts de la crise, il y a eu une formidable accélération, mais que maintenant, il est temps pour l'Afrique de pouvoir accélérer également d'un point de vue des recettes économiques et des nouveaux services, des nouvelles technologies. On en reparlera juste après. Je vous remercie. Je me tourne donc vers Mohamed Benamor. Monsieur, vous êtes secrétaire général de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication. Vous représentez donc 17 États membres, parmi lesquels donc des pays arabes donc en Afrique. Vous, quelle est votre vision du développement de ces infrastructures à l'échelle du continent et qu'est-ce qui vous semble crucial pour pouvoir améliorer cette connectivité ? Merci Delphine. Tout d'abord, je voudrais moi aussi à mon tour vous remercier de m'avoir convié à cette importante discussion sur le développement de la connectivité en Afrique. Je vais juste continuer sur ce que disait son Excellence Monsieur le Ministre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une stratégie tout d'abord. Une stratégie, ça prend en compte des objectifs clairs, les moyens pour parvenir à tous ces objectifs et quelles sont éventuellement les incitations, quels sont les encouragements qui seront mis sur la table pour favoriser cette stratégie devrait définir les objectifs et les moyens pour les aboutir. Donc, en 2-3 mots, généralement dans les pays arabes et également les pays africains, les pays se sont dotés de stratégies qu'on appelle le nom du pays numérique ou digital et qui définissent clairement comment ils comptent faire cette transformation digitale. Et la base est de pouvoir multiplier les accès pour pouvoir donner à un nombre maximum de citoyens la possibilité d'accéder à tous les bienfaits que représentent aujourd'hui les plateformes numériques. Je vais me tenir à ce niveau-là et éventuellement, je vais continuer tout à l'heure avec quels sont le genre d'incitations qui peuvent favoriser la multiplication des accès. Merci.
Très bien, merci beaucoup. Nous y reviendrons tout à l'heure, évidemment. Je me tourne donc vers Elisabeth Medou-Badang. Vous êtes donc vice-présidente Orange Afrique et Moyen-Orient, porte-parole du groupe Orange, qui est un groupe très important sur le continent, on le sait, un véritable acteur aux côtés des gouvernements. Orange est présent d'ailleurs dans 18 pays, donc vous avez une connaissance justement de la notion de stratégie mise en place par les gouvernements qu'on aimerait pouvoir partager avec vous et savoir, vous, en tant que grand groupe privé aux côtés des gouvernements, qu'est-ce que vous attendez finalement des pouvoirs publics? Qu'est-ce qui peut être mis en place ensemble pour améliorer ces infrastructures? Vous-même, donc le groupe Orange, mobilisé plus d'1 milliard d'euros d'investissement dans les infrastructures numériques chaque année dans la zone Afrique-Moyen-Orient, donc vous êtes vraiment partenaire. Mais justement, comment est-ce que voyez-vous ce partenariat pour optimiser et faire encore en sorte que donc on puisse accélérer cette connectivité en Afrique? Merci Delphine, merci pour cette invitation et cette opportunité de participer à ce panel. J'en suis ravie. Comme vous le mentionniez, nous opérons dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, nos activités sont le principal moteur de la croissance du groupe Orange. Le groupe Orange, qui par ailleurs est un des rares groupes télécoms internationaux, a positionné son développement en Afrique au cœur de sa stratégie. Avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir très très rapidement sur notre ambition parce qu'elle va éclairer mon propos. Notre ambition est véritablement d'être l'opérateur multi-service préféré des Africains. Accélérer la connectivité, notamment par les infrastructures, en Afrique et plus généralement renforcer l'inclusion numérique des populations, nous occupe au quotidien. Et on a vu récemment avec la crise Covid combien c'était essentiel pour tout simplement la poursuite des activités quotidiennes, quelles qu'elles soient. On a pu l'observer. Une étude récente de l'IUT, une étude pas si récente que ça finalement, établit un lien direct entre l'augmentation de la pénétration du haut débit mobile et l'effet d'entraînement sur le PIB. Donc, 10 points de croissance de pénétration de haut débit a un effet d'entraînement de 2,5% sur le PIB. Donc, on se rend compte combien c'est crucial. Les infrastructures, oui, c'est la connectivité, c'est le socle de tout, c'est ce qui supporte nos actions. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à permettre l'inclusion numérique que vous évoquez, ni le développement économique et social. On voit aujourd'hui un certain nombre des centaines de milliers de personnes qui sont exclues, malgré la couverture au haut débit dans les zones dans lesquelles elles habitent. Donc, il y a un certain nombre d'autres défis importants. Les infrastructures, c'en est un. Il y en a d'autres qui sont importants. Et nous sommes impliqués à contribuer à lever ces différents freins. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Le cadre dans lequel on intervient, et c'est là où j'en arrive à votre question, le cadre dans lequel on intervient est essentiel. L'environnement réglementaire, nous sommes une activité réglementée partout. Les dispositions qui sont prises pour ouvrir les marchés, pour permettre des partenariats, pour que nous puissions nous projeter sur la durée, parce que c'est une industrie très capitalistique, sont clés. Donc, je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ces éléments-là. Nous avons besoin d'un cadre stable qui nous permette de nous projeter. Nous avons besoin de conditions économiques qui permettent un retour sur investissement et qui nous donnent des moyens de continuer d'investir. Nous avons besoin d'un cadre qui nous permette de nouer des partenariats pour adresser ces problématiques d'inclusion. Quand on évoque, par exemple, les zones rurales, par exemple, les acteurs privés seuls ne peuvent pas y aller, les autorités non plus. Donc, il y a vraiment un besoin de partenariat entre toutes les parties prenantes pour adresser tous les défis que les infrastructures et plus généralement l'inclusion numérique supposent.
Très bien, merci. Avant de donner la parole à Boubacar Karim, qui pourra nous parler de sa start-up qui utilise des drones et d'autres, montrer toute l'importance des nouvelles technologies, je voudrais revenir et faire rebondir donc Monsieur le ministre à vos propos. Monsieur le ministre, il a été évoqué plusieurs choses par Madame Médou Badang. La question de la régulation, du rôle en fait des gouvernements pour encadrer d'un point de vue réglementaire l'activité. Quelles sont quelles sont les priorités en ce sens? Qu'est-ce qui est mis en place au Sénégal et qu'est-ce qui peut être aussi fédéré à l'échelle de la région? Et enfin, la question des investissements aussi. Quelle est votre vision par rapport aux investissements? Madame donc, Médou Badang a parlé donc, des investissements. Très souvent, on parle beaucoup des PPP, de ces sujets-là également. Qu'est-ce que vous avez à nous dire également sur ce sujet-là? Donc, la question donc, de la régulation et des PPP, des partenariats publics-privés. Merci Delphine. Sur le cadre réglementaire, ce que je voudrais préciser, c'est que nous avons procédé, comme je l'ai dit, à l'actualisation du cadre réglementaire donc des TIC. Et aujourd'hui au Sénégal, l'environnement juridique a été renforcé par l'adoption du décret dont vous avez fait référence tout à l'heure. Nous avons le décret 2016, donc 1987 du 14 décembre 2016, donc relatif aux modalités d'attribution d'autorisation d'opérateurs d'infrastructures. Donc, pour permettre à d'autres opérateurs, comme le disait tout à l'heure Mme Elisabeth, de prendre part à l'aménagement numérique du territoire, de jouer un rôle important. Mais également, nous avons le décret 2016-1988 du 14 décembre 2016 relatif au partage d'infrastructures de télécommunications, mais aussi il y a le vote de la loi 2017-13 modifiant la loi 2011 du 24 février 2011 portant code des télécommunications et l'allègement, naturellement, des fournisseurs d'accès Internet avec un régime d'autorisation. Tout ceci est harmonisé dans le code des télécommunications électroniques de 2018 en vue de renforcer l'accessibilité aux infrastructures de télécommunications et une baisse des coûts et tarifs. L'environnement juridique des TIC et télécommunications a été fortement renforcé et amélioré pour permettre à de nouveaux acteurs, surtout les acteurs privés, de venir prendre une part importante à l'aménagement numérique, mais aussi, surtout, permettre des services digitaux de qualité, mais accessibles à tout le monde. Nous avons également, sur le plan des infrastructures, comme vous le savez, nous avons aujourd'hui 3 nouveaux MVNO, mais également 3 fournisseurs d'accès Internet. Nous avons le lancement des services 5G avec les opérateurs privés. Comme vous savez, au Sénégal, nous avons 3 opérateurs classiques. Nous avons Orange, nous avons Free et nous avons Expresso. Et à cela aussi s'ajoute la venue prochaine de la 5G, aujourd'hui, qui est en phase test avec 2 opérateurs, Orange et Free. C'est pour dire simplement, d'une manière globale, nous avons au Sénégal un cadre réglementaire propice, je veux dire, l'éclosion des investissements, mais également de nouvelles technologies, un environnement favorable pour accueillir toutes sortes d'investissements, mais également de nouveaux acteurs aujourd'hui qui nous font confiance. Donc, c'est pour dire simplement que des avancées notoires ont été notées au Sénégal, mais nous avons aussi sur le plan des infrastructures. Nous bénéficions aujourd'hui de 14 000 km de fibre optique aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, dont 5 000 qui appartiennent à l'État du Sénégal, un investissement public réalisé par l'État du Sénégal. Mais aussi, il y a les autres opérateurs. Nous voyons aujourd'hui, comme je l'ai dit, Orange, Free et Expresso. Et aussi, nous avons la chance d'avoir desservi par 4 câbles sous-marins au Sénégal. Nous avons 4 câbles aujourd'hui qui desservent le Sénégal. Nous avons Atlantis 2, SAT3, AIS et MEONE, et qui permettent de disposer d'une bande passante de plus de 450 000 gigabits par seconde depuis juillet 2021. Vraiment, c'est pour dire simplement que, d'une manière globale, le Sénégal aujourd'hui dispose d'infrastructures de qualité, aujourd'hui permettant de positionner le Sénégal comme un hub numérique de classe mondiale avec une qualité de connectivité assez intéressante. Très bien, merci beaucoup. Et je vais demander, je laisserai tout à l'heure Madame Médou Badang rebondir sur ce que vous avez dit, puisqu'elle est présente au Sénégal, et peut-être échanger avec vous sur ce qui pourrait être encore amélioré. Mais je voudrais donner avant la parole à Mohamed Benamor. Je vous disais, vous êtes secrétaire général de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication. Vous avez finalement une vision à l'échelle de 2 continents et puis à l'échelle de différents pays. Là, on a vu que la réglementation
réglementation est essentielle et que le Sénégal la mettait en place de façon à ce que le contexte réglementaire soit propice. Quelle est votre vision, vous, sur la mise en place de normes qui soient plus étendues et qui puissent permettre de garantir l'augmentation et l'accélération de la connectivité sur le continent africain, en tout cas de ce que vous en savez dans les pays arabes? Oui, merci Delphine pour cette question très pertinente. Moi, je vais peut-être dire que ce que vient de présenter son Excellence, Monsieur le ministre Diatara, il disait qu'à partir de cette stratégie, on devrait partir à des textes réglementaires qui puissent exécuter cette stratégie. Donc, il est très important d'asseoir un cadre réglementaire qui soit propice au développement de la connectivité. Et il y a plusieurs façons de pouvoir favoriser la connectivité. Il y a, entre autres, et c'est un élément qui existe un peu partout dans les pays arabes, mais aussi africains, le fait de créer un fonds de développement des télécoms qui est alimenté à travers des coupures que l'on fait sur le chiffre d'affaires généré par toutes le chiffre d'affaires provenant des technologies, des services, des technologies de l'information et de la communication. Et ce budget-là va permettre d'alimenter ou bien de financer toutes les opérations de multiplication de l'infrastructure dans certaines zones, et Elisabeth a parlé un peu de ça, là où il n'est pas rentable d'investir pour des opérateurs télécoms tels que Orange ou autres opérateurs présents sur le continent ou la région arabe, là il faut faire intervenir ce fonds pour réduire un peu et donner le complément pour que pour les opérateurs ce soit quelque part rentable pour leurs investissements. La réglementation également, elle peut favoriser les investissements pour augmenter les accès à travers un abattement des taxes qui sont sur les investissements qui sont faits pour développer la connexion, et également le cadre réglementaire peut encourager les opérateurs télécoms à mutualiser leur infrastructure de telle sorte qu'ils utilisent en commun des infrastructures telles que les antennes, et ça peut aller jusqu'à arriver à une mutualisation complète de l'infrastructure, et on parle là de ce qu'on appelle le roaming national, c'est-à-dire que deux opérateurs, ils mettent ensemble le fonds nécessaire pour pouvoir déployer un réseau et l'exploiter d'une manière commune, ce qui a pour conséquence de réduire les investissements et augmenter la couverture des zones, surtout les zones là où il n'est pas rentable d'investir. Autre élément sur lequel on peut travailler à travers la réglementation, c'est de réduire les taxes pour les opérateurs pour pouvoir faire les accès. Et là, les gouvernements ont généralement tendance à regarder la croissance, et ça a été dit par Elisabeth, chaque 10 points gagnés en termes de connectivité, ça permet d'avoir un point en plus dans la croissance, et c'est ce qui incite éventuellement les gouvernements de faire ces mesures incitatives pour augmenter la connectivité. Je me tiens à ce niveau-là, éventuellement je rebondirai sur d'autres questions ultérieurement. Merci. Justement, donc vous parliez, Elisabeth Medoubadang, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit? Oui, effectivement, je voudrais rebondir au propos de Monsieur le secrétaire général sur plusieurs aspects. Je vais peut-être commencer par le service universel. Effectivement, dans tous nos pays, la plupart de nos pays, en tout cas, on a cette contribution au fonds de développement, on l'appelle d'une façon ou d'une autre. Ces fonds sont censés contribuer au service universel, mais force est de constater aujourd'hui que dans la majorité des pays, l'efficacité de l'utilisation de ces fonds est, pour être politiquement correcte, elle est très, très relative. Je pense encore à une intervention de la Banque mondiale ou de l'IUT lors d'une réunion de la Fratel, qui est cette organisation qui réunit les pays, les régulateurs d'un certain nombre de pays francophones. Dans la plupart des cas, le fonds n'est pas bien utilisé.
on ne sait pas ce que deviennent ces ressources-là. Ça devient finalement une taxe additionnelle. Il y a quelques bonnes pratiques pourtant, comme par exemple le Maroc, que vous connaissez sûrement, ou encore le Burkina Faso, où il y a ces systèmes d'enchères inversées, où il y a ces solutions de play or pay. Donc, vous investissez dans des zones particulières qui sont définies en concertation, évidemment, avec le gouvernement, mais où on a une responsabilité qui est confiée à un opérateur. Donc, l'avantage de ces solutions-là, c'est qu'on a des projets concrets qui ont été pensés avec des opérateurs du secteur et qui permettent véritablement de développer les télécommunications. Ce n'est malheureusement pas encore le cas, donc ça, c'est une piste d'évolution. Vous avez évoqué la question des taxes. Effectivement, c'est un point important. Nos entreprises payent les mêmes taxes que n'importe quel autre contribuable, mais à côté de ça, il y a des taxes sectorielles additionnelles. Quand je regarde sur notre footprint, les taux vont en pourcentage du chiffre d'affaires de 3,5% à 16%, ce qui est énorme, avec une médiane autour de 10%. Donc, ça fait 10% de plus de taxes sectorielles qui s'ajoutent à toutes les autres taxes auxquelles tous les autres acteurs sont assujettis. Donc, ça, c'est quand même un levier important. On comprend les enjeux des États, d'équilibrer leur budget, de gérer leurs contraintes budgétaires court terme. Autant il y a cette perspective d'investissement long terme qui devrait être davantage prise en compte pour permettre justement le développement de ces infrastructures-là que nous appelons tous de nos voeux. Très bien. Alors, moi, je me tourne à nouveau vers Monsieur le ministre. Je crois qu'il y a cette notion en fait, je pense que les investissements et les besoins sont tellement colossaux, à la fois en termes justement de couverture. Vous parliez en fait des zones blanches, de ces endroits où finalement il n'y a pas de connectivité. Comment on fait, première chose, et comment faire en sorte même que la qualité de la connectivité soit meilleure. Je pense que les montants des investissements sont tels qu'il faut prioriser. Comment est-ce que vous faites, vous, au Sénégal, pour finalement prioriser et mettre en place des systèmes de priorisation en matière d'investissement en partenariat avec vos partenaires, dont justement les opérateurs et tous les opérateurs et les entreprises privées avec lesquelles vous travaillez. Comment est-ce que vous arrivez à mettre en place des solutions justement pour que finalement, c'est toujours la question, comment faire que les budgets soient fléchés vers les priorités absolues, quoi. Merci Delphine. Je voudrais rebondir sur l'intervention de M. Mohamed Ben Amor par rapport à l'accès universel. L'accès universel est une préoccupation majeure, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'exigence des populations pour un accès aux services de télécommunications électroniques est une exigence légitime, parce que nous sommes maintenant dans un monde de communication, toutes les populations ont droit donc, à un service de télécommunication optimal. De ce point de vue, aussi, l'État du Sénégal a mis en place donc, un fonds de développement donc, du service universel, donc aujourd'hui, qui est alimenté principalement par un prélèvement donc, de 4,5, c'est la contribution spéciale des télécoms, donc pour combler donc, le gap et le manque de couverture des opérateurs au niveau des zones mal desservies, qu'on appelle les zones blanches. De ce point de vue-là, nous avons au Sénégal donc, un projet que nous sommes, parce que nous avons fait une étude qui a démontré que nous avons plus de à peu près 300 collectivités territoriales qui ne sont pas couvertes donc, par un réseau de télécommunications optimal. De ce point de vue-là, nous avons réfléchi sur un aménagement numérique intégral du territoire national, conformément aux instructions du chef de l'État. Et de ce point de vue-là, nous avons mis en place un projet pilote que nous appelons PUDISAU. C'est un projet pilote d'accès universel, donc pour couvrir l'ensemble du territoire national, surtout au niveau donc, des zones frontalières. Et sur ça, différentes technologies sont aujourd'hui en train d'être testées, mises en place avec l'agence de régulation, mais également les opérateurs pour apprécier les meilleures technologies à appliquer pour la couverture intégrale du territoire national. Donc, naturellement, pour le moment, c'est avec donc, la contribution spéciale, mais nous avons aujourd'hui donc, des partenaires au développement qui s'intéressent de plus en plus à la couverture et à l'aménagement numérique intégral du territoire national. Nous avons
la Banque mondiale, nous avons l'Union européenne, donc d'autres acteurs qui s'intéressent. Et le projet pilote que nous sommes en train de développer sera évalué au mois de décembre prochain pour voir les meilleures technologies à mettre en place pour un accès universel intégral du territoire. C'est pour dire simplement que le fonds, donc aujourd'hui, à notre niveau, en tout cas au Sénégal, peut-être Elisabeth n'a pas tous les éléments d'appréciation donc, de ce fonds au Sénégal pour pouvoir apprécier l'efficacité et l'efficience recherchée pour que ce fonds soit un fonds efficient, donc capable aujourd'hui de contribuer de manière efficace donc, à la couverture numérique du territoire. Donc nous allons, comme j'ai dit, très prochainement procéder à l'évaluation et naturellement de manière concertée avec les opérateurs, avec les bailleurs de fonds, nous allons vers un atelier national d'échange sur l'aménagement intégral du territoire national. Vraiment, c'est ce que je voulais dire sur la réglementation, mais également sur en fait, les différents projets initiés au niveau de l'État du Sénégal avec le Fonds universel et l'exigence vraiment d'un accès universel aux services de télécommunication sur l'ensemble du territoire national. Donc vous êtes d'accord avec l'idée que, compte tenu de l'importance des enjeux et des investissements à mettre en place, il faut qu'il y ait une concertation et une priorisation qui soit commune avec l'ensemble des acteurs, au-delà de la création des fonds eux-mêmes, finalement. Absolument. Absolument. Au Sénégal, la concertation est permanente. Nous avons mis en place un cadre d'échange et de mutualisation entre l'État et les opérateurs, sous la supervision naturellement du régulateur, donc la RTP, qui est en train également d'évaluer donc, sur l'ensemble du territoire la qualité donc, et le niveau de couverture sur l'ensemble du territoire, surtout au niveau des zones les plus reculées. De ce point de vue-là, c'est avec les opérateurs et de manière concertée que l'État, les opérateurs et les bailleurs de fonds vont travailler donc, sur un plan d'aménagement intégral du territoire. Nous avons aujourd'hui un projet pilote qui est en train de tester au niveau des 10 communes rurales. Donc, et à l'issue, nous allons naturellement aller à l'échelle pour que sur l'ensemble du territoire, nous puissions mettre en place et en application les meilleures technologies identifiées donc, dans cette phase pilote-là, avec l'appui de tous les partenaires au développement. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais donc, comme je vous le disais au départ, l'objectif, donc, nous avons discuté bien sûr de la politique et des stratégies des États, des leviers effectivement partenariaux ou de priorisation pour améliorer la connectivité. Je voudrais qu'on en vienne maintenant finalement aux nouvelles technologies elles-mêmes, d'accord, et donc à l'intelligence artificielle, au réseau 5G et à tous ces sujets-là. Et parce que la raison pour cela, c'est que nous avons le plaisir d'accueillir, je le disais au début, Aboubacar Karim, qui est donc PDG d'Investive. Donc Aboubacar Karim, vous êtes un jeune agroéconomiste ivoirien et fondateur donc d'Investive, une start-up que vous avez lancée en 2017 et qui transforme l'agriculture grâce à la technologie. Vous avez été lauréat de nombreux concours, notamment de l'Africa's Business Heroes en 2020. Ainsi que du prix national d'excellence du meilleur chef d'entreprise jeune. Votre start-up utilise une technologie innovante, celle des drones, qui donc accompagne notamment les agriculteurs dans différentes activités, notamment dans l'épandage, je crois, et également dans le traitement des données. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Déjà, merci de me donner l'opportunité de pouvoir participer à ce panel-là et merci à vous pour l'organisation. Donc, effectivement, Investive est spécialisé dans l'utilisation des drones appliqués au secteur agricole. Déjà, pour tout ce qui est diagnostic phytosanitaire par drone, donc on utilise des drones pour faire en fait de la collecte de données sur le terrain, ensuite analyser ces données-là et faire en fait du traitement localisé avec de l'épandage aérien par drone. Donc on a plusieurs types de drones. Donc on a des drones qui sont spécialisés pour faire de la collecte de données et on a d'autres drones qui sont en fait pour l'épandage aérien. Donc, on combine en fait ces deux technologies-là pour pouvoir apporter en fait une solution qu'on appelle d'agriculture de précision aux agriculteurs, aux coopératives agricoles, aux agro-industriels aussi et aux ONG d'appui au secteur agricole. Voilà, donc Investive aujourd'hui travaille en Côte d'Ivoire, a aussi déjà travaillé dans des pays comme le Tchad, le Sénégal aussi où on a eu à faire de la formation. Au Mali aussi. Voilà, donc on est vraiment dans tout ce qui a trait en fait à
à tout ce qui est utilisation des données en fait pour améliorer l'agriculture, améliorer tout ce qui est transfert d'informations en fait du producteur à l'ingénieur agronome qui le suit, ou bien même aux agences nationales de développement rural qui font le suivi aussi des agriculteurs et tout. Très bien, merci. C'est très intéressant car je crois que ça illustre la capacité qu'effectivement ces infrastructures numériques permettent, puisque vous me le disiez lorsqu'on a préparé ce panel, quand même la qualité de la connexion est essentielle pour la récupération, la bonne récupération en temps réel de vos données. Bien sûr. En fait, déjà, l'un des plus gros problèmes en fait en agriculture, qui est l'un des principaux secteurs dans tous les pays quasiment en Afrique, c'est l'accès en fait à l'information, l'accès aux données de qualité. Aujourd'hui, par exemple, si on veut savoir le nombre de tonnes de tomates, par exemple, qui a été produit en Côte d'Ivoire, vous aurez peut-être 3-4 chiffres différents. Et ça, souvent, c'est difficile en fait pour faire des prévisions et tout. Et en fait, aujourd'hui, il y a un gros rattrapage en fait en termes de collecte de données, en termes de collecte d'informations qui se fait via des plateformes de traçabilité, donc des plateformes qui sont construites pour pouvoir récupérer des données et tout. Mais oui, donc la connectivité joue en fait beaucoup là-dedans parce que ça occasionne souvent des problèmes en fait sur le terrain pour pouvoir collecter ces données-là en temps réel. Après, toutes ces solutions aussi, vu qu'on anticipe les problèmes de connectivité, on peut travailler offline et après se mettre à jour automatiquement quand on rentre dans une zone de connectivité. Mais j'avoue que l'accès, en tout cas à une meilleure connectivité, pourra nous permettre de pouvoir être plus performants déjà en matière de collecte de données, en matière aussi de transfert de l'information d'un côté aux agriculteurs et de l'autre côté aux organismes publics qui soutiennent les agriculteurs. Et ça, c'est intéressant. Très bien, merci beaucoup. Et on voit bien que votre propos illustre l'importance de cette connectivité pour faire en sorte que les nouvelles technologies puissent donc développer de nouveaux secteurs d'activité ou renforcer les secteurs traditionnels. Elisabeth Medou-Badang, qu'est-ce que l'intervention d'Aboubacar Karim vous inspire en tant que groupe Orange présent, comme vous le disiez, dans plus donc de 18, enfin quand je le disais, de 18 pays du continent, et comment selon vous donc les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la technologie 5G, va-t-elle créer de nouvelles opportunités sur le continent ? Voilà. Nous pensons effectivement qu'au-delà de la connectivité, il y a un certain nombre d'innovations qui sont déterminantes et je suis ravie de faire connaissance par votre panel interposé avec M. Aboubacar Karim. Je sais que notre filiale en Côte d'Ivoire, je ne sais même pas s'ils ne travaillent pas avec vous, mais ils travaillent avec vous, hein, c'est ça, hein? Ça illustre la manière dont l'innovation peut permettre d'adresser des problématiques concrètes et d'améliorer la productivité, par exemple, dans le monde agricole. Donc, nous contribuons, notre ambition est véritablement de contribuer au développement de ces écosystèmes-là, à l'accompagnement des startups. Donc, nous avons un certain nombre de programmes qui permettent de contribuer à accélérer l'émergence de ces innovations qui créent des services et des solutions pertinentes par rapport à nos besoins spécifiques. Donc ça, c'est ma première réaction par rapport à votre propos. Maintenant, de manière générale, nous capitalisons sur les nouvelles technologies pour être plus pertinents dans ce que nous faisons, que ce soit en matière de développement d'infrastructures. Monsieur le ministre parlait tout à l'heure de certaines technologies spécifiques. Nous avons, avec l'appui des équipementiers, identifié des technologies qui permettent, par exemple, de couvrir les zones rurales dans des conditions économiques plus efficaces. Nous travaillons avec ces partenaires-là. Pour ce qui concerne, par exemple, l'intelligence artificielle, nous travaillons actuellement à des cas d'usage qui vont nous permettre d'optimiser l'efficacité de nos investissements. Nous avons fait un test récemment en Côte d'Ivoire et le déploiement est en cours dans plusieurs de nos pays qui montre que, par exemple, pour les
la planification de l'amélioration de la qualité sur le réseau, la densification pour parler un peu technique. L'intelligence artificielle est un outil très efficace. Les tests que nous avons faits ont démontré qu'on gagnait en temps, en délai, que c'est pertinent. On a les prédictions qui ont été issues de ces tests-là étaient pertinentes à 94%. Donc ça, c'était utile. Le temps de traitement de ces planifications a été divisé par 7. Là où on mettait 3 semaines, on a mis 3 jours. Et puis, la qualité même des résultats était meilleure, ce qui a permis d'améliorer globalement la valeur des investissements de 10%. Soit parce qu'on a identifié des sites qui allaient être congestionnés plus vite que la méthode traditionnelle, soit à l'inverse, parce qu'on a corrigé les prévisions qui étaient faites. Donc, on utilise l'intelligence artificielle autant que possible. Alors, évidemment, la 5G, naturellement, qui est émergente sur le continent. Monsieur le ministre évoquait des tests qui sont au Sénégal. J'en profite, monsieur le ministre, pour dire que nous sommes satisfaits de la relation avec le régulateur au Sénégal et la manière dont ça se passe. Mais notre expérience, elle porte sur 18 pays. Nous aurions bien aimé qu'il en soit de même dans tous les pays, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Donc, pour revenir mais on est confiant, ça s'améliore avec le temps. Pour revenir à la 5G, oui, nous pensons que ça va aider sur les problématiques d'accès que vous évoquiez, les problématiques de transfert de données, l'instantanéité, parce que les réseaux ont des débits beaucoup plus élevés que les réseaux que nous avons actuellement, sont comparables en fonction des fréquences et d'un certain nombre de méthodes, sont comparables à la fibre. Donc, vous allez avoir avec la 5G, évidemment, des opportunités de transfert de données, des opportunités au niveau de l'intelligence, au niveau des IoT, qui sera beaucoup plus efficace, l'Internet des objets, qui sera beaucoup plus efficace que ce que vous avez aujourd'hui. Donc, voilà, on en attend beaucoup. Maintenant, dans quelles conditions aurons-nous les fréquences? Quel type de fréquences aurons-nous? À quel coût? Ça, c'est une autre question qui va avoir un impact, évidemment, sur les capacités des opérateurs à déployer cette technologie. Tout à fait. Donc, une autre question peut-être pour Monsieur le ministre. Non, je plaisante. Monsieur le ministre, ce qui me semble vraiment très important de souligner et pour rebondir sur ce qui vient d'avoir été dit, c'est qu'effectivement, et on vient le voir avec la start-up là, qui vient d'intervenir sur les drones et l'agriculture, c'est que ces nouvelles technologies vont permettre de faire un véritable bond dans des secteurs traditionnels, y compris grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la technologie 5G. Comment est-ce que finalement le Sénégal voit ces nouvelles opportunités et quelle politique vous mettez en place derrière en termes de développement de l'économie en fait numérique elle-même? Merci Delphine. Commencer d'abord par féliciter Aboubacar pour leur performance et ça suscite beaucoup d'espoir pour le continent, mais également pour les acteurs de l'écosystème du numérique en Afrique. Donc, en l'écoutant, j'ai en souvenance le lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique de édition 2021, donc qui a consacré une start-up sénégalaise qui a travaillé d'ailleurs comme Aboubacar dans le domaine de l'agriculture. Et aujourd'hui, c'est la même technologie, le même secteur, les mêmes innovations avec, comme vous l'avez dit, l'intelligence artificielle qui est mise à contribution pour le développement des secteurs classiques, traditionnels, qui étaient souvent délaissés donc, par un peu l'innovation et les nouvelles technologies. Aujourd'hui, je pense que c'est un sentiment d'espoir qui m'habite avec aujourd'hui ce que vient de partager Abdou Karim. Et je pense que le continent peut beaucoup tirer naturellement de ces technologies émergentes qui peuvent vraiment booster certaines économies, mais également certains secteurs importants de l'économie africaine. Donc, dire simplement que nous, au niveau du Sénégal, nous avons, comme j'ai dit, mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour accompagner surtout les startups.
Donc, nous avons la Startup Act qui a été votée l'année dernière et tout récemment, en Conseil des ministres, nous avons adopté les décrets d'application portant application de la loi sur les startups qui met en place un certain nombre de mesures incitatives. Nous allons mettre en place un fonds d'appui et d'accompagnement des startups alimenté d'abord sur ressources publiques. L'État, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a mis en place un fonds d'appui aux startups d'un montant de 15 milliards de francs CFA. Nous avons également les bailleurs, les partenaires au développement comme la Banque mondiale qui s'intéressent au fonds pour accompagner davantage les startups pour permettre naturellement à des talents comme Aboubacar d'éclore et naturellement de contribuer au développement de l'économie du continent d'une manière globale. En tout cas, ce que nous sommes en train de faire au Sénégal, pour vraiment inciter l'innovation et le développement comme on a dit tout à l'heure, des technologies émergentes. Nous avons, je l'ai précisé tantôt, l'expérimentation de la 5G avec 2 opérateurs, il y a Orange et Free, qui ont expérimenté l'année dernière en marche, d'ailleurs, du forum sur le numérique et le Grand Prix du chef de l'État, la 5G. Aujourd'hui, nous attendons du régulateur le rapport d'évaluation des tests avant, naturellement, de procéder peut-être au lancement officiel de la 5G et l'élaboration d'un cahier de charges de manière concertée pour permettre aux opérateurs de pouvoir très rapidement aujourd'hui lancer la 5G et capitaliser tous les bénéfices attendus de la 5G, dans sorte des secteurs classiques comme l'agriculture, la santé et autres, vraiment pour booster davantage l'économie du continent. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le ministre. Vous avez souligné un point très important. Vous avez dit, parce que en fait, ça donne de l'espoir. C'est-à-dire l'espoir de faire, grâce pas seulement aux infrastructures, où ça semble un débat finalement qui peut devenir très technique, on voit bien que derrière, ça fait émerger des vocations, des nouvelles technologies, de l'innovation, du travail pour la jeunesse, pour les talents, le capital humain. Donc on voit bien que les infrastructures sont quand même la base derrière toute une chaîne très importante et qu'à ce titre, votre ministère et ce que vous faites avec vos différents partenaires, dont Orange bien évidemment, est totalement crucial à l'échelle même, bien sûr, du futur de votre pays et du continent lui-même. Je voudrais me tourner vers Mohamed Benamor. Alors, Mohamed Benamor, justement, on en parlait lorsqu'on a évoqué ce panel ensemble. Nous avions évoqué la question des PPP que nous avons évoqué juste avant. Et nous avions évoqué, bien sûr, la question de l'accès universel, mais également de la 5G. Quels sont donc pour vous les leviers que représente cette 5G? Où en est-on aujourd'hui? Merci Delphine. La 5G, aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais pour pouvoir l'introduire, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire que les gouvernements devraient instaurer pour favoriser tout d'abord l'introduction de cette technologie et deuxièmement, bénéficier des bienfaits et de toute l'opportunité qu'elle représente principalement pour les jeunes en termes de développement de business autour des technologies de la 5G, parce que Elisabeth a bien parlé de la vitesse de transmission et également de la faible latence des technologies 5G, ce qui permettra de rentrer dans un univers très important de use cases ou bien de business ou bien de cas d'expérimentation qui jusque-là n'ont pas été connus. Donc, le pied de porte est à ce que les gouvernements devraient le faciliter, la question des fréquences, entre autres, et également créer le cadre permettant aussi l'utilisation des technologies telles que l'Internet des objets, Internet of Things, parce que la 5G a des capacités énormes qui n'ont pas été exploitées. Et en dehors du rôle réglementaire des gouvernements, il y a un rôle également pour les opérateurs tels qu'Orange et les fabricants comme Huawei. Je vois qu'il est partenaire à ce panel. Donc, il y a beaucoup de use cases qu'ils devraient s'investir à pouvoir démontrer pour la jeunesse, pour montrer quelles sont les capacités, quel est le business qu'ils peuvent dégager à travers l'utilisation de 5G. Et comme je l'ai dit, le potentiel est énorme. Il faut juste le connaître et aller au-delà de ce
représente aujourd'hui les technologies en termes de possibilités comme la 4G ou la 3G. C'est une révolution technologique et qui va permettre un bon usage des autres technologies qu'on connaît aujourd'hui, comme l'Internet of Things, comme le Big Data, et c'est très bien. Juste pour dire à Aboubacar que l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication organise le Forum arabo-africain d'agriculture intelligente une fois tous les 2 ans, et ça concerne et les jeunes africains que les jeunes arabes pour leur permettre de montrer un peu les innovations qu'ils font dans le cadre du développement d'applications utilisant les technologies pour l'agriculture. Et c'est peut-être une opportunité de pouvoir participer à la prochaine session qui aura lieu en 2022. Les discussions ont commencé avec le Soudan pour abriter la 2e édition de ce forum. J'espère bien vous voir durant cette session. Eh bien, je crois que l'invitation est passée. Merci beaucoup pour lui. Aboubacar, si vous m'entendez, donc Monsieur Mohamed Ben Amor vient de vous inviter. Est-ce que vous pouvez lui répondre? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, ça serait un plaisir pour moi de pouvoir participer à ce forum-là. Voilà, il n'y a pas de souci. Très bien. Et pour vous, donc, vous faites partie donc des plus jeunes entrepreneurs et les plus successful de votre pays. Le ministre Diatara nous a dit bien sûr qu'au Sénégal, il y avait pareil un écosystème qui est mis en place et des aides et des fonds qui sont mis en place. Qu'est-ce que vous attendez, vous, véritablement, des pouvoirs publics pour faire émerger votre start-up? OK. Donc, je pense que les pouvoirs publics l'ont compris. Voilà, ça fait moi, je suis dans l'écosystème, en tout cas entrepreneurial, depuis 2017. Mais il y a des prédécesseurs, en tout cas, qui sont là depuis 2010, 2009 et tout. Et on remarque qu'il y a de plus en plus un rapprochement entre les startups et l'État, ce qui est bien, notamment donc au Sénégal avec le Startup Act, en Côte d'Ivoire aussi le Startup Act. Je pense qu'en Tunisie aussi, il y a eu un Startup Act. Donc déjà, ça, c'est encourageant, mais on le dira jamais assez. Il faut vraiment que les États considèrent en tout cas les startups africaines comme un enjeu en fait de souveraineté. Voilà, ce serait vraiment, je vais dire, aujourd'hui, il y a des talents en Afrique, aussi bien en Afrique, sur le territoire africain, mais aussi dans la diaspora. Voilà, on a plein d'étudiants étrangers, plein de personnes qui ont vraiment des beaux projets, mais qui, en fait, ont besoin d'une infrastructure. Et quand je parle d'infrastructure, je parle aussi de l'accès, en fait, à tout ce qui est recherche et développement. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on est plus, en fait, on n'est pas créateur souvent de ces technologies-là, on est plus consommateur. Quand une start-up réussit, à un moment donné, quand elle arrive à porter au plus haut niveau sa technologie, ce qu'elle fait, c'est que peut-être qu'elle va distribuer en fait une technologie qui existe déjà ailleurs ou bien l'adapter. Et il faut vraiment qu'on investisse dans tout ce qui est recherche et développement, qu'on ait plus de solutions qui sont d'origine africaine, parce que c'est que comme ça en fait qu'on peut adresser aussi les problèmes qui sont liés en fait à nos réalités. Voilà, donc il faut vraiment qu'on adapte en fait nos technologies au contexte local. Et là, j'aimerais revenir il faut aussi qu'on anticipe en fait ce qui va se passer dans le futur. Aujourd'hui, quand je parle de recherche et développement, je suis dans les drones, je suis dans l'agriculture, mais je vois ce qui se passe ailleurs en matière des drones. Et par exemple, dans le secteur des transports, aujourd'hui, on parle de drones, par exemple, qui peuvent transporter des hommes, des drones qui sont dans tout ce qui est service ambulancier et tout. Et ce sont des technologies qui vont voir le jour dans 3, 4, 5 ans. Et il faut déjà qu'en tant qu'Africains, quand on voit le secteur du transport, on puisse déjà anticiper sur ce type de technologie-là. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut arriver à réaliser en tout cas à régler en fait nos problématiques. Donc déjà, pour revenir sur la question, je dirais que en fait, pour que l'écosystème se développe, il faut des échanges constants entre les gouvernements, les autorités publiques et les acteurs de l'écosystème. Et je pense que
il y a déjà en fait un cadre pour ce type d'échange-là, mais il faut vraiment que ça continue et il faut que ça s'intensifie. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le ministre, comment est-ce que vous réagissez à ce start-upper qui dit que finalement, lui, il attend vraiment l'État, alors ce n'est pas forcément le Sénégal, mais enfin son État, et que finalement, c'est qu'une question de souveraineté que de pouvoir développer cet écosystème de start-up. Première question, et puis peut-être en conclusion de ce panel qui s'achève, j'aimerais ouvrir avec vous, au-delà du Sénégal, voir selon vous, donc la Commission de l'Union africaine a développé elle aussi une stratégie de transformation digitale, donc Afrique 2020-2030. Pour vous, qu'est-ce que vous en attendez et qu'est-ce qui va être fait selon vous? Qu'est-ce que vous attendez à l'échelle de la région et du continent pour qu'il y ait une véritable accélération en matière d'infrastructures numériques? Merci Delphine. Naturellement confirmer aujourd'hui les propos d'Abou Bakar par rapport à la prise de conscience des États de se rapprocher ou d'aménager un environnement propice pour l'éclosion de nos talents en Afrique. Je pense que de ce point de vue-là, il faut saluer les efforts des gouvernements aujourd'hui qui de plus en plus mettent en place un cadre incitatif à l'éclosion donc des startups, des talents, mais également qui accompagnent l'innovation. Je pense que ça, c'est très salutaire parce que nous sommes conscients que l'expertise africaine peut développer, booster aujourd'hui le développement du continent. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les États sont en train de mettre en place un certain nombre de dispositifs et donc un cadre incitatif, naturellement, à l'inclusion de ces talents, mais également donc, des fonds aujourd'hui qui permettent à ces jeunes start-upers d'initier, d'innover, mais également d'être accompagnés donc, dans le développement donc, de leur expertise et de leurs innovations. Je pense que ça, il faut s'en réjouir de plus en plus. Donc, il y a cette prise de conscience au niveau des États et c'est très salutaire parce que contrairement donc, aux États-Unis où on a des fonds perdus, on a des fonds donc, de certaines fondations, de certaines organisations peut-être souvent privées qui acceptent d'investir donc, dans les startups avec tous les risques donc, inhérents. Donc aujourd'hui, c'est les États qui aujourd'hui prennent le relais, qui s'engagent donc, à ce niveau. Et ça, je pense que c'est très salutaire. Au Sénégal, nous avons initié donc, sur la vision donc, du chef de l'État et de la stratégie SN2025 un programme ambitieux de construction d'infrastructures numériques donc, pour accompagner l'innovation et les startups, mais également pour renforcer la position du Sénégal comme vraiment dans le domaine du digital et du numérique. C'est dans ce cadre que nous avons réalisé donc, un projet très structurant au Sénégal qui est le parc des technologies numériques, sorte de Silicon Valley qu'on est en train de développer aujourd'hui avec l'accompagnement de l'ABAD, donc sur 25 hectares. Donc le projet dans sa phase première donc, va porter sur 25 hectares et ce projet donc aujourd'hui ambitionne de doter donc, le pays et l'écosystème du numérique de manière globale d'infrastructures numériques de classe mondiale. Donc c'est pour dire simplement que les États aujourd'hui ont compris les enjeux de l'économie numérique et les enjeux donc, du digital, de l'Internet des objets et naturellement de l'avenir donc de la 5G pour aujourd'hui mettre en place des infrastructures, un cadre réglementaire permettant vraiment le développement de l'économie numérique d'une manière globale et au niveau naturellement africain, au niveau de l'Union africaine, donc, mais aussi au niveau de la CEDEAO, au niveau donc, des cercles communautaires. Donc, il y a toute une stratégie, toute une politique qui est en train d'être aujourd'hui mise en place pour le développement de l'économie numérique donc au niveau du continent. Et naturellement, la mutualisation des infrastructures, le développement des infrastructures de connexion et de connectivité donc, en Afrique est un enjeu important. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, nous sommes en train également au niveau donc, de Smart Africa, donc sous la présidence du président Kagame, de développer donc, une stratégie, une vision, donc s'attendait naturellement qui est arrimée à la vision de l'Union africaine pour le développement et la mutualisation des infrastructures par l'investissement public, mais également privé, cumulé, mutualisé pour arriver aujourd'hui à un marché commun de l'économie numérique en Afrique. Donc je pense que cette ambition est tout à fait légitime, mais également elle est
vraiment aujourd'hui est en train d'être mise en œuvre de manière efficace par les chefs d'État. Donc, le président Kagame aujourd'hui assure la présidence de Smart Africa. Il travaille, mais également l'Union africaine aujourd'hui est en train également de travailler sur la mise en œuvre de ces directives au niveau continental. En tout cas, le Sénégal renouvelle sa disponibilité à s'insérer dans ce dispositif continental. Donc, d'abord par la mise en œuvre efficace, efficiente de la stratégie Sénégal numérique, mais également en essayant d'intégrer de manière efficace les stratégies définies au niveau communautaire, surtout au niveau de l'Union africaine. En tout cas, c'est ça que je voulais dire tout en vous remercier encore une fois, Delphine, mais également remercier tous les participants à ce panel de haut niveau et renouveler la disponibilité du Sénégal d'accompagner le développement de l'économie numérique au niveau continental. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Diatara. Je vous rappelle que vous êtes ministre de l'économie numérique et des télécommunications de la République du Sénégal, que vous étiez aux côtés de Mohamed Benamor, secrétaire général de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'Elisabeth Medoubadang, vice-présidente Orange Afrique, Moyen-Orient et porte-parole du groupe, et enfin le start-upper, lauréat, multiples fois lauréat, Aboubacar Karim, CEO de Investive. Merci à vous d'avoir assisté à ce panel très important sur les infrastructures. Et pour approfondir la question des infrastructures et des politiques nationales, je vais retrouver tout de suite M. Roger Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation de la République de Côte d'Ivoire. À tout de suite. Et pour approfondir la question des infrastructures, j'ai le plaisir d'accueillir M. Roger Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. Comme je le disais, la question des infrastructures numériques est la condition sine qua non du développement de l'économie numérique sur le continent. Alors, concernant justement la Côte d'Ivoire, quel est le rôle de ces infrastructures selon vous dans le rayonnement digital de votre pays et du continent? Et quelles sont finalement les mesures les plus importantes qui sont prises par l'État ivoirien pour développer la connectivité? D'accord, en tout cas, je vous remercie. La question des infrastructures, elle est clé. L'infrastructure, c'est la base. Donc, si nous voulons avoir des services numériques partout, il nous faut des infrastructures partout. Enfin, c'est un euphémisme. Donc, en Côte d'Ivoire, nous voulons réduire la fracture numérique, mais avant de réussir à réduire la fracture numérique, il faut réduire la fracture territoriale. En ce qui concerne les infrastructures, elles sont, à mon avis, au niveau de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'avoir une connectivité bonne partout sur le territoire, de bonne qualité à coût intéressant. Le second niveau, c'est d'avoir des data centers, des centres de données qui permettent de sécuriser les données. Et le troisième niveau, c'est de réussir à avoir, notamment en Côte d'Ivoire, des câbles sous-marins afin d'avoir un coût de l'Internet vers l'extérieur qui soit un coût abordable et intéressant. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons déjà 4 sous-marins, dont le dernier est arrivé fin 2019, début 2020. Au niveau des infrastructures, nous installons ce que nous appelons le RNHD, donc le réseau national haut débit. Il est fait en collaboration avec l'ANSUT et les opérateurs télécoms. Il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui près déjà de 22 000 km de fibre optique. Et avec le RNHD, donc avec le réseau national de haut débit, nous allons monter à 5 000 km de plus, qui fera arriver à 27 000 km. Et ce RNHD va permettre que partout en Côte d'Ivoire, dans les zones les plus reculées, nous ayons un réseau, une connectivité de bonne qualité et à coût abordable. Il y a aussi pour nous, au niveau du gouvernement, puisque pendant longtemps, l'infrastructure était mise en place par les opérateurs. On voit que nos opérateurs privés en Côte d'Ivoire opérateurs télécoms, ont passé une grande infrastructure, mais l'État doit jouer son rôle. Et autant il est du rôle de l'État de mettre en place des infrastructures routières, autant les routes logiques, comme la fibre optique, doivent être mises en place par l'État.
Donc, nous commençons à lancer donc, des partenariats avec des bailleurs de fonds pour justement pouvoir installer ce qu'il nous faut en termes d'infrastructures et de réseaux de fibre optique. Donc, voilà, donc, l'infrastructure est clé, ce qui va nous permettre d'avoir des services numériques partout, ce qui va nous permettre de généraliser la qualité de service, de bonne qualité de service de bonne qualité, ce qui va nous permettre aussi justement d'avoir des connexions et des communications à coût abordable. Alors vous parliez justement donc du réseau de RNHT. Quel est le calendrier de mise en place, puisque c'est un réseau crucial effectivement, comme vous disiez, pour la connectivité et le fait d'éviter justement qu'il y ait des zones blanches, comme on dit, des zones où la connectivité n'existe pas, ce qui est un réel frein au développement. Oui, tout à fait. Donc sur le RNHD, nous espérons finaliser les travaux pour la fin de l'année 2022. Donc certains tronçons sont déjà opérationnels, sont déjà fonctionnels, et nous espérons donc finaliser tout cela donc en collaboration avec l'ANSUT, qui est l'Agence nationale du service universel des télécommunications, pour la fin de l'année 2022 et d'avoir ce réseau complètement opérationnel. Et pour la suite, en collaboration avec les opérateurs télécoms, nous avons aussi dans certaines zones blanches, des projets avec la Banque mondiale, notamment le projet e-agriculture, ou dans certaines zones du nord, dans des zones enclavées, nous mettons en place une connectivité. C'est une connectivité mobile pour justement désenclaver ces zones-là. Alors vous le disiez, les infrastructures au départ en fait et tout le développement du numérique, ce sont les acteurs privés en premier qui s'en sont emparés sur le continent, et aujourd'hui il y a une prise de conscience des gouvernements de l'importance de la décision politique et de la gestion et de la mise en place de stratégies par les gouvernements pour déployer le digital sur le continent. Quelle est votre vision de la manière dont les États aujourd'hui, à l'échelle du continent et de la région, mettent en place ces stratégies? Est-ce qu'il y a un échange entre les États pour justement voir quelle serait la meilleure stratégie, ou est-ce que finalement aujourd'hui ça reste quelque chose de très national? Il y a une forte collaboration entre les États. En Afrique, déjà, nous avons des initiatives. Donc, l'initiative Smart Africa, pour laquelle, en fait, le directeur général est ivoirien, M. Lassina Conné, présidé par le président de la République rwandaise, M. Paul Kagame, son Excellence Paul Kagame. Et Smart Africa est une initiative dans laquelle chaque État africain participe déjà financièrement et participe activement pour mettre en place donc, différents projets sur la cybersécurité, sur la connectivité, sur l'éducation, sur l'e-santé. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau sous-régional, au niveau ouest-africain, avec la CEDEAO, donc avec l'équipe de la CEDEAO, nous avons aussi certains projets. Nous avons donc des règles que nous devons mettre en place, notamment sur la cybersécurité. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, le projet qu'on appelle OKOARSI, pour lequel les correspondants se sont réunis à Abidjan pendant 3 jours pour faire un partage d'expérience sur où nous sommes en termes de cybersécurité et en termes de cybercriminalité. Parce que, bien évidemment, il y a aussi le projet sur le roaming pour faire en sorte que sur l'Afrique de l'Ouest, le coût des communications roaming ne soit plus surtaxé et ait un niveau de coût équivalent au niveau de communication locale. Donc, il y a beaucoup d'initiatives en Afrique et nous travaillons, il y a des politiques nationales, bien évidemment, mais aussi, il est important qu'il y ait une collaboration inter-État parce que le digital, on peut être partout et mener des actions. Et si les États ne collaborent pas, je pense que nous allons rater quelque chose. Donc la collaboration est forte et nous devons aller encore beaucoup plus loin. Merci, oui, tout à fait. Nous avons d'ailleurs écouté en ouverture de ce forum M. Lassina Conné, le directeur général de Smart Africa, qui a évoqué ces sujets. Globalement, le sujet est à la fois le fait de partager les meilleures pratiques, mais également d'avoir une approche partenariale. Vous parliez des opérateurs. Il est clair que pour le développement de l'économie numérique et pour sa transformation, c'est un partenariat entre le public et le privé qui est capital pour la réussite du développement de l'économie. Quels sont les axes de collaboration pour vous à mettre en place entre les pouvoirs publics et les acteurs privés aujourd'hui ? Mais en fait, comme vous le dites, la collaboration avec le secteur privé est primordiale. L'État n'a pas vocation d'investir seul au niveau de l'économie numérique.
Donc, on doit le faire avec le privé. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons, par rapport au plan 2021-2025, donc le plan du gouvernement 2021-2025, un plan national de développement. Et sur le plan de développement, nous avons des axes sur la partie numérique. Tous les axes, nous les avons partagés avec le secteur privé. Nous avons partagé avec le secteur privé et ils ont validé. Donc, c'est cet axe-là, le document est prêt, nous allons le présenter au mois de décembre en conseil de gouvernement, puis en conseil des ministres, et nous prévoyons, nous espérons l'adoption avant la fin de l'année 2021. Et le privé doit réaliser 93% des investissements. Et 7% des investissements sont réalisés par l'État. Donc, si on veut y arriver, il est impératif de partager, de collaborer et de savoir comment, ensemble, nous allons y arriver. Ce que nous souhaitons vraiment sur la Côte d'Ivoire, c'est accélérer la transformation digitale de notre économie qui sera réellement le prérequis pour une transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Nous souhaitons aussi avoir des compétences, suffisamment de compétences pour développer les services et arriver à les vulgariser. Donc, nous travaillons en forte collaboration avec le secteur privé et nous avons aussi donc beaucoup de projets que nous espérons gérer en collaboration avec les bailleurs de fonds, mais la base de tout cela sera le secteur privé. Nous, au niveau de l'État, du gouvernement, nous donnons l'impulsion, nous donnons les axes stratégiques, nous donnons la volonté et l'ambition de l'État. Et après, nous espérons donc que les partenaires privés jouent le jeu, donc que l'investissement aussi bien national que l'investissement international soit capté et que les gens viennent investir dans ce secteur en Côte d'Ivoire. Et notre ambition réellement, c'est de devenir un hub technologique et nous avons tous les outils possibles pour cela. Nous allons adopter aussi dans quelques semaines un Startup Act pour favoriser l'innovation et favoriser la technologie. Donc, nous avons tous les instruments en place pour être vraiment un acteur, un État majeur dans le domaine du numérique et nous espérons que le privé jouera son rôle, prendra sa part, car l'État n'a pas cette vocation à investir dans ce domaine, mais l'État a vocation à mettre en place tout ce qu'il faut, toutes les règles qu'il faut pour favoriser l'investissement, faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui se créent, pérennes, des entreprises qui gagnent de l'argent, qui font des affaires et qui permettent de garantir le rayonnement du digital en Côte d'Ivoire. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Une toute dernière question à laquelle je vous demanderai de répondre rapidement, même si aujourd'hui, elle est justement assez complexe, mais je voulais quand même vous la poser. Par rapport à la stratégie, donc à votre stratégie de transformation digitale de la Côte d'Ivoire, ça serait quoi le succès de cette transformation? Ça donnerait quoi comme résultat concrètement sur le terrain d'ici à 5-10 ans? C'est une très bonne question et je crois que c'est compliqué de répondre rapidement. Mais le plus important, c'est que le numérique soit réellement intégré dans le quotidien de tout un chacun. La Côte d'Ivoire est quand même un pays aujourd'hui qui a 26 millions d'habitants et 40 millions de clients au niveau donc, du mobile. Donc nous sommes très bons au niveau du mobile. Au niveau du mobile money, du mobile banking, nous avons 24 millions d'utilisateurs pour 26 millions d'habitants. Mais pour aller encore beaucoup plus loin, c'est que le smartphone devienne la continuité du corps humain et que toutes les actions puissent se faire au niveau avec un téléphone, avec un ordinateur, tous nos actes puissent se faire, que nous ayons aussi une identité numérique qui est le prérequis de la réussite, parce que c'est aussi bien que l'identité physique, mais si nous voulons faire tous nos actes de vie avec un smartphone, avec un téléphone ou avec un ordinateur, il est important que nous ayons cette belle identité numérique. Donc, le facteur clé de succès sera que dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire, nous ayons une capacité à utiliser des services digitaux pour éviter les déplacements et pour améliorer les conditions de vie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu rapidement à votre question. Je n'ai pas voulu rentrer dans trop de détails pour respecter la règle que vous avez dictée, mais c'est vraiment que le digital soit intégré dans la vie de tout un chacun à horizon 2023-2024. Très bien, merci beaucoup. Oui, tout à fait. C'était la question on en a parlé de la connectivité, des infrastructures
pourquoi elles sont importantes, et derrière, parce que c'est quand même l'objectif, c'est que ça ait un impact pour le citoyen et les citoyens que nous sommes. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons passer tout de suite à la séquence suivante, dédiée donc à, bien évidemment, la question de la transformation numérique. Et nous écoutons tout de suite une keynote de Colin Hu, présidente Cloud et IA de Huawei Northern Africa. Merci à tous, à tout de suite. I'm now with Colin Hu, President Cloud and AI from Huawei Northern Africa. Good afternoon, Mr. Hu. Good afternoon, everyone. We're going to talk about digital transformation. Today, it's a buzzword. Actually, everybody is talking about transformation. Shall we talk about transformation or revolution? What do you think about that? This is a really good question, and I never thought about it because I always see, digital transformation is a journey, and definitely, with time, this journey, may come into a revolution, but I would really see it as a journey. And of course, for this journey, for different people or different organizations, it means different things. But I see it's a journey to achieve target. For people, like the availability is very important. It's a base demand, accessibility and the quality of the service. But more important is the happiness, is the result. For a city, it's different. It's about the infrastructure, and it's also about catering better services to the citizenship. And for a country, of course, we should build a service-oriented in the government and also promote education, healthcare, and also employment, and build transparent governance of the government. But more important is to achieve the knowledge-based economy. So it's about the journey to achieve the target. And for this journey, so that's always a value. So for government, it's about the economic value, and for city, it's about the social value, and for the enterprise, it's about the commercial value. So I would like to define that digital transformation is a journey to achieve value. Okay, thank you. It's a journey, but when we're talking about digital economy, we cannot ignore the digital infrastructure. As you may know, it's one of the main topics of our forum. What's the maturity and readiness of digital infrastructure in the world and in Africa? Okay, regarding the infrastructure, definitely we should divide into different layers. For example, connectivity is at the bottom, and a cloud, the data center, should be in the middle. And more important is the platforms, the enablement platform. So regarding the connectivity, Huawei we have released, the 6 years ago, and every year the GCI, the Global Connectivity Index. And through this index, we divide countries into 3 categories: the starters, the adopters, and the front runners. So, for Africa, most of the countries are still at a starter stage, and with a few as an adopter, including Egypt, Israel, and South Africa, and Morocco, and countries. Okay, and so far in Africa, the connectivity is we have achieved only 50% penetration for the mobile broadband to the individual or to the whole household. And in Egypt, the government has launched the Haya Karima project. This is an initiative to cater to benefit the 20% of the low-income households to have the accessibility. So this is the situation. And of course, when we're talking about the other layer, which is cloud, and the cloud means the computing power. That's a formula for digital economy index. It is the connectivity, density, and the computing power. When it's multiplied, it is the digital economy index. So it's about the connectivity and the computing power. And traditionally, the industries are moving to the cloud. And also even HPC goes to cloud. In Morocco, Atlas Cloud has launched the largest HPC in Africa, and it's offered as a cloud service. So that's also edge computing. So it's about
the multiple, heterogeneous computing platform, and this is, the second layer, which is cloud. The third layer of infrastructure is the digital platform. This includes the big data, including the artificial intelligence, and also application. And this is not the key. The more important is to build the digital economy platform, the enablement platform. So this is the situation: connectivity, cloud, and also the digital platform. Okay, thank you very much. One last question regarding the sovereign cloud. How can local data centers can be a solution? I definitely believe in local data centers, especially sponsored by the government or by the country, could evolve into a sovereign cloud. And when we define sovereign cloud, we need to separate the word sovereign and cloud. By sovereign, it should be owned by the country, operate by the country. So we say in the country, by the country, and for the country. So we should, in the 21st century, we shouldn't return into a digital colonization. So the sovereign is very important. And when we talk about the cloud, which we mean a hyperscale technology and the cloud native technology. And the traditional way of building data centers will not work. And the traditional way, technology, and with the CapEx model will not work. And only a cloud native and a service-based, the service model will survive. Thank you very much, Mr. Hu. As a conclusion, you want to present us two reports that has been published recently on this digital transformation. Yeah, really. Yeah. So recently we have released two reports. And the first report is the Intelligent World 2030. In this report, we describe the outlook for 8 different industries, including education, including healthcare, transport, city, food, and also others. And also we describe how the technologies will change the world, including the power, including also the computing and others. This is the first book. And the second book is about digital transformation from strategy to execution, and how a country, a city, a government, enterprise, and even individual could go through this journey. And this is a methodology and with great example use cases. And I hope these two books could be informative and benefit. Thank you very much. Those two books that we can see on the screen and that can be downloaded. Thank you very much, Mr. Hu, for this interview on transformation. Et je vais maintenant repasser au français pour donc la troisième partie de notre forum dédié à l'innovation, avec un débat sur l'innovation numérique au Maroc. À tout de suite. Troisième grand thème de notre forum, bien évidemment, l'innovation. Et pour l'innovation, nous nous dirigeons vers le Maroc. Comment l'innovation digitale peut accélérer le développement de l'écosystème numérique au Maroc? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Orani, président-directeur général de HPS, High Tech Payment System. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue pour cette séquence dédiée à l'innovation au Maroc. Et vous êtes aux côtés donc de M. Abdou Diop, Managing Partner de Mazars Maroc. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. Bien, donc à tous les deux, l'objectif, effectivement, je le disais, c'était d'évoquer donc la question de l'innovation au Maroc. Il est l'un des premiers pays du continent à avoir adopté une stratégie de transformation digitale dès 2013 avec Maroc numérique 2013, puis un nouveau plan avec le plan numérique 2020 et depuis donc des efforts considérables des pouvoirs publics et des opérateurs privés pour
avoir des avancées en matière de transformation digitale sur le Maroc. Nous allons faire le point là-dessus aujourd'hui, au travers donc de vos expériences respectives. Et je vais commencer par m'adresser donc à Mohamed Orani. Mohamed Orani, donc vous êtes, comme je le disais, président directeur général de HPS, une entreprise que vous avez vous-même créée en 1995, une entreprise qui aujourd'hui a donc un succès mondial dans la tech, finalement une des pionnières des startups au Maroc. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter rapidement et nous donner votre pensée par rapport au rôle que joue l'innovation dans un secteur aussi concurrentiel que celui de la monétique, qui est votre secteur? Effectivement, HPS est une société marocaine, une siège social au Maroc, mais nous avons pas mal de filiales à travers le monde, dans plusieurs pays. Et notre mission aujourd'hui, nous sommes un fournisseur de technologies de paiement. Donc, nous nous adressons principalement aux banques et en général à toutes les institutions financières et nous leur proposons une solution, donc un logiciel qui leur permet de gérer leur système de paiement de A à Z, donc sur toute la chaîne de valeur. Et effectivement, quand on a une offre de ce type-là, c'est-à-dire avec un logiciel, la grande question qui se pose, c'est comment maintenir ce logiciel à jour par rapport à toutes les évolutions technologiques d'une part, mais également par rapport à toutes les évolutions business au niveau du marché du paiement, parce que ça change également de manière pratiquement quotidienne, mais également un troisième vecteur de changement qui est la réglementation, que ce soit la réglementation internationale quand il s'agit de systèmes comme Visa ou Mastercard ou autres, ou alors carrément donc, la réglementation nationale dans chacun des pays, notamment par les banques centrales. Donc nous avons une politique très très volontariste en matière d'innovation, et donc nous avons un budget de recherche et développement annuel de l'ordre de 14% à 16%. Donc, Monsieur Orani disait à l'instant que ce qui avait fait le succès de HPS en matière d'innovation, c'est vraiment cette volonté d'investir dans la R&D depuis le début du lancement en 1995 de son entreprise, investir dans la R&D, dégager des fonds et à mettre l'innovation au cœur de sa stratégie. Donc, vous-même, Abdou Diop, vous êtes managing partner de Mazars Maroc, un cabinet de conseil et d'audit international. Vous donc connaissez depuis plus de 25 ans l'expérience donc des grands groupes marocains et en 2019 vous avez d'ailleurs publié avec donc la Tribune Afrique un policy paper sur le Maroc, future digital nation africaine. Alors j'ai envie de vous poser la question, quels sont les principaux constats révélés dans ce livre blanc et où en est-on aujourd'hui? Oui, je pense que, en tout cas, merci de me donner la parole pour partager cette expérience marocaine et aussi de me permettre d'être à cette tribune avec M. Orani de HPS, qui est un de ces champions de l'innovation au Maroc, puisqu'effectivement, il a fondé une structure qui est devenue maintenant un champion international. Ah oui, clairement, aujourd'hui, il faut le dire, le Maroc a mis en place tous les outils et mécanismes qui lui permettent de se prévaloir d'être une digital nation et surtout de pouvoir attirer cet écosystème d'innovation dans les meilleures conditions. Quand je dis tous les outils, d'abord le cadre institutionnel, hein, puisque effectivement dans l'introduction, vous avez parlé de la stratégie importante numérique que le Maroc a lancée, mais cette stratégie, bien sûr, a un soubassement derrière avec toute la partie infrastructurelle qui est venue accompagner, parce que dans l'innovation, en particulier sur les sujets digitaux, l'infrastructure est un élément clé. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas derrière les outils technologiques et les réseaux qui vous permettent justement de favoriser cette innovation. Et quand je dis cadre institutionnel, c'est aussi la réglementation, c'est aussi les acteurs, puisque on a une agence de développement du digital qui joue un rôle extrêmement important dans cette dynamique et dans cette vision et dans cette stratégie digitale. Bien sûr, cette agence du digital est adossée à un ministère en charge de l'économie numérique. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ça veut dire vraiment que ça fait partie de la stratégie gouvernementale et de la stratégie nationale. Et bien sûr,
derrière, j'ai parlé d'infrastructures, mais aussi toutes les plateformes qui permettent aux startups, aux entreprises de se développer, à savoir les technoparcs, les technopolis, etc. Donc ça aussi, c'est très important. Et derrière, pour accompagner la R&D, parce que comme l'a dit Simon Medorani, la R&D est essentielle, tout ce qui est fonds pour le numérique, et avec le Maroc Numeric Fund, que ce soit le premier ou le deuxième, qui sont venus accompagner le dispositif. Donc tout ça mis ensemble crée un cadre institutionnel extrêmement favorable, adossé à la stratégie, adossé à l'infrastructure. Après, bien sûr, il faut dérouler une feuille de route. Et bon, on reviendra peut-être dessus après, mais il y a une feuille de route très claire avec un certain nombre de priorités qui permettent justement de construire cette Digital Nation, de se donner les moyens d'être un des champions de l'innovation et du digital sur le continent africain. Merci. Alors, Monsieur Orani, justement, pour devenir cette Startup Nation, cette Digital Nation, quelle est la feuille de route à la fois, bien sûr, au niveau des institutions, y compris royales, mais également au niveau de la CGEM, dont vous êtes l'ex-patron, patron donc des patrons? Je crois que le mieux est de prendre comme point de départ, comme référentiel, le nouveau modèle de développement qui a été présenté à Sa Majesté il y a quelques semaines et qui, justement, parmi les points qu'il traite, en grande priorité, il parle bien sûr de l'innovation. Et il est recommandé dans ce rapport de mettre en place un système, justement, marocain d'innovation très, très cohérent qui a un double objectif. D'abord, permettre à toutes les entreprises dans tous les secteurs de pouvoir introduire l'innovation dans leur démarche quotidienne en termes de conception de produits, en termes de process de fabrication, en termes de commercialisation et toute la chaîne de valeur des différentes entreprises et des différents secteurs. Et le deuxième objectif est également de mettre en place un environnement favorable à l'émergence de start-up dans notre pays, parce que nous avons besoin également de sociétés innovantes qui apportent, je dirais, les solutions adéquates aux différents secteurs, que ce soit pour le gouvernement, tout ce qui est e-gov, mais également pour tout ce qui est secteur privé, et notamment les secteurs, je dirais, prioritaires de notre pays. Et donc, un tas de recommandations ont été émises dans le cadre de ce rapport. J'en citerai quelques-unes, notamment un élément essentiel, je pense, qui est au cœur de l'innovation, c'est le facteur humain. Donc nous devons favoriser justement l'esprit d'initiative et l'esprit, je dirais, de créativité, si j'ose dire, au niveau de l'enseignement. Il faut aussi, puisqu'on parle du digital, il faut suffisamment de ressources qualifiées en matière de digital, donc des ingénieurs principalement. Nous en formons pas mal aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Donc nous avons besoin d'augmenter un petit peu la quantité de ces ingénieurs. Mais également, nous devons permettre à tous les citoyens marocains d'acquérir un minimum de connaissances et de compétences en matière digitale, ne serait-ce qu'en tant qu'utilisateur. Donc ça aussi, c'est un effort qui n'est pas négligeable. Dans ce facteur humain, je pense que ce sera l'occasion de donner à la femme sa place, au moins dans ce secteur, parce qu'on a, dans la plupart des grandes écoles aujourd'hui au Maroc, on constate qu'il y a parfois plus de femmes que d'hommes dans les différentes écoles. Et on constate aussi que, en général, les meilleures notes sont obtenues par les femmes. Donc, ce sont quand même des compétences que nous devons absolument intégrer dans le processus de digitalisation de notre pays. Mais pas uniquement en termes d'environnement. Il est très clairement recommandé dans le rapport sur le nouveau modèle de développement de mettre en place un système de crédit impôt recherche, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui va beaucoup aider, je dirais, les entreprises à investir dans l'innovation
dans les différents secteurs, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a aussi d'autres recommandations importantes, telles que par exemple, favoriser l'achat du local, c'est-à-dire tout ce qui est start-up, il faut quand même leur donner la chance d'avoir des projets. Donc ça aussi, c'est un élément qu'on doit intégrer dans notre mise en œuvre. Sans oublier aussi l'ouverture sur l'étranger, parce que si je prends l'exemple de HPS, le savoir-faire marocain aujourd'hui dans le domaine du paiement, donc ce qu'on appelle en français la monétique, en fait, il vient quand même d'une collaboration dans les années 80, 1983-1984, donc entre le Maroc et la France, dans le cadre d'une JV qui a été créée à l'époque par une société qui s'appelait Sligos, qui est aujourd'hui Atos en France, et une société marocaine qui ont créé justement une solution à l'époque qui a été commercialisée dans pas mal de pays, et ça a donné lieu à ce savoir-faire commun franco-marocain, c'est ça. Et donc je pense qu'aussi, il ne faut pas être chauvin, il faut s'ouvrir, il faut favoriser le co-développement, il faut favoriser la collaboration, etc. Donc voilà un peu quelques grandes orientations que nous avons relevées dans le rapport sur le nouveau modèle de développement. Très bien, merci beaucoup. Si je résume, on a parlé donc de la R&D, on a parlé donc des talents et finalement d'une éducation qui soit plus inclusive, à la fois de bonne qualité dans le digital, mais plus inclusive, intégrant bien sûr de manière plus forte les jeunes filles, qui est un sujet effectivement dans le digital mondial, puisque mondialement la question de la part des femmes dans le monde digital se pose tout à fait. Ensuite, troisième point, la question de la fiscalité, vous avez parlé du crédit impôt recherche, et enfin la problématique de l'internationalisation. Du coup, je vous remercie. Je vais me tourner vers Abdou Diop. Donc je parlais tout à l'heure donc du patronat, de la CGEM. Vous-même, vous êtes président de la commission Afrique de la CGEM, donc la Confédération du patronat marocain. Donc vous avez une vision à la fois marocaine, fort votre expérience, et puis aussi panafricaine. Quel est le rôle du secteur privé pour vous, et quelle est la spécificité? Comment est-ce que vous voyez justement l'action du secteur privé marocain lui-même? Je pense que cette dynamique de développement telle qu'elle a été présentée par Sima Medorani et ses enjeux, le secteur privé doit y jouer un rôle extrêmement important, parce que c'est vrai qu'il y a le secteur public qui va gérer la partie administrative pour faciliter l'administration digitale et fixer le cadre réglementaire et aider à développer les infrastructures. Mais tout ça, c'est d'abord le secteur privé qui, dans le cadre souvent de partenariat public-privé, va accompagner cette dynamique, que ce soit dans l'infrastructure. Aujourd'hui, le développement de la recherche et développement, les infrastructures, c'est le secteur privé qui est un premier levier moteur. La formation, le secteur privé doit accompagner, parce que le public n'est pas à même de former en nombre suffisant les acteurs dont on a besoin. Aujourd'hui, comme on le voit, nous sommes sur un marché extrêmement concurrentiel. L'ancien ministre de l'économie numérique, du commerce et de l'industrie le disait, il y a un pillage de la ressource, en particulier des ingénieurs informatiques. Donc, il faut que le privé puisse aussi accompagner cette formation pour avoir le maximum de talents qui puissent aussi servir le Maroc et l'Afrique. Également, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'indépendance numérique sur la donnée, la construction de data centers, les sujets de cybersécurité. C'est des sujets où le secteur privé doit jouer un rôle leader pour pouvoir justement apporter des solutions pour le pays et apporter des solutions aussi de manière plus large pour le continent, parce que c'est un vrai débat aujourd'hui sur la gestion de la donnée, et c'est ce qui fait que de plus en plus les pays africains, avec le Maroc qui a démarré depuis un certain temps, veut son indépendance pour garder sa donnée dans le pays. Et aujourd'hui, les investissements dans les data centers, c'est un sujet qui est très important pour toutes les nations, en particulier les pays africains. Là où aussi le secteur privé va jouer un rôle important, c'est comment le secteur privé va accompagner toute la dynamique de smart cities, etc., qui aujourd'hui est aussi un enjeu important pour
le développement, l'urbanisation, l'inclusion au niveau national et au niveau continental. Et ne l'oublions pas, aussi le privé est d'abord un privé industriel. Donc aujourd'hui, toute la dynamique de l'industrie 4.0, donc ce que dans le rapport on appelait Tech for Growth, donc la tech qui va accompagner le développement économique, ben, c'est le secteur privé qui doit être le moteur pour pouvoir justement introduire cette industrie 4.0 au sein de l'économie marocaine. Donc, il y a un rôle très important que le secteur privé doit jouer pour accompagner cette digitalisation. Et ce rôle est un rôle moteur dans le cadre de l'économie marocaine et de manière plus large dans l'économie africaine. Donc, voilà un peu les quelques pistes sur lesquelles le secteur privé va avoir, en tout cas du point de vue de la CGM, un rôle important à jouer dans la dynamique de construction de cette Digital Nation marocaine. Madame Delphine Chen, je voudrais juste rajouter un point, si vous le permettez, sur les ressources humaines. L'expérience de HPS aujourd'hui, c'est que nous avons à Casablanca une quinzaine de nationalités. C'est-à-dire, en fait, quand on a besoin d'une ressource qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché marocain, ben nous avons le marché international pour aller nous trouver les bonnes compétences qui nous conviennent. Et en plus de cela, le grand avantage, c'est que nous avons une vraie diversité culturelle au sein de notre entreprise. Quand vous avez 15 nationalités dans une même équipe, imaginez un petit peu le niveau d'ouverture sur le plan culturel que pourrait avoir une équipe de ce type, sachant en plus que aujourd'hui, nous sommes présents dans 90 pays sur les 5 continents. Donc nous avons besoin de cette multiculturalité, si j'ose dire. Et donc, le problème des ressources humaines est un problème, bien sûr, crucial, mais je pense qu'il faut d'un côté procéder à tout ce qu'il faut pour former suffisamment, avec la qualité requise, mais également, en attendant, et peut-être pour toujours, penser également à attirer des compétences étrangères. Donc, il faudrait que notre marché marocain soit attractif pour ces compétences, comme le font tous les pays, y compris les grands pays, comme les États-Unis, par exemple, où plus de 30% des ressources de la Silicon Valley ne sont pas des Américains. Donc je pense que la problématique des ressources humaines doit être traitée dans sa globalité, avec un esprit d'ouverture sur les ressources dans le monde entier, et nous devrions être capables de les attirer dans notre pays. Et ça, justement, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que ça fait partie est-ce que ça fait partie des plans stratégiques, justement, d'attirer cette connaissance, cette expérience et ces profils de l'international? En 2021, pour la première fois, a été créé un ministère de la transformation numérique, dirigé donc par Madame la Ministre. Quelle serait, selon vous, est-ce que justement la question du fait de faire venir ou d'avoir cette stratégie RH internationale, de s'ouvrir encore plus sur l'international, devrait faire partie des prochaines étapes cruciales pour accélérer la transformation digitale du pays? Je pense que oui, bien entendu. Je pense que c'est un paramètre qu'il faut absolument intégrer dans la stratégie. Et ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que déjà, je pense que le Maroc est très attractif. Quand on prend par exemple les salaires au niveau de notre secteur aujourd'hui, ben, ce sont les salaires un peu qu'on retrouve partout. Il ne faut pas croire que c'est moins cher au Maroc qu'en France ou qu'ailleurs. Donc nous avons une attractivité en termes de rémunération et autre avantage. Nous avons également une attractivité par rapport à la qualité de la vie. Vivre à Casablanca, c'est quand même assez agréable. Il y a tout ce qu'il faut pour un étranger de se retrouver dans un milieu favorable à une expatriation, si j'ose dire. Mais il n'y a pas de frein particulier. Très bien, merci. Je me tourne à nouveau vers Abdou Diop. Donc, Mazars est effectivement un cabinet de conseil et d'audit international dans lequel, justement, les équipes sont en général internationales et vous le représentez d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voudriez, comment vous voudriez compléter ce que vient de dire Mohamed Orani, et quelle est, vous, votre vision, justement, sur cette dimension d'internationalisation comme levier d'une réussite de politique d'innovation? Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel.
vraiment, il faut avoir cette multiculturalité et avoir les ressources où est-ce qu'elles sont. Et c'est un peu ce que nous utilisons, nous, en tant que Mazars, sur le continent africain. Nous travaillons à partir de hubs avec des entreprises, avec des talents multiculturels. Quand on regarde aujourd'hui toute notre structure, notre business unit qui s'occupe de tout ce qui est technologie, médias et digital, nous avons des équipes qui sont représentatives de différents pays du continent et nous travaillons sous forme de hub. C'est-à-dire que là où sont les talents, on va les chercher là-bas et s'il faut les localiser quelque part, on les localise là où ils sont, sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a la capacité, et la crise du Covid nous l'a montré, de travailler en équipe internationale étant éparpillés sur différents endroits. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, c'est un élément clé. Et le Maroc, aujourd'hui, en tant que hub, à la fois d'éducation, à la fois de destination, à la fois d'innovation, a ce rôle d'agrégation de cadres multiculturels. On le voit dans le domaine de l'offshoring, on le voit dans le domaine du digital. Ce sont des éléments extrêmement importants et qui vont permettre de pouvoir rattraper le gap en termes de nombre d'acteurs conformes. Mais toujours est-il que ça ne peut être qu'une solution, à mon avis, temporaire. Il faut quand même qu'on renforce de manière très forte notre formation dans le digital, qu'on irrigue le primaire, le secondaire, qu'on réforme nos systèmes éducatifs pour que, d'une part, le digital, d'autre part, l'entrepreneuriat, soient des éléments essentiels du système éducatif. Et comme je le dis, oui, on va continuer à nous prendre des ingénieurs, des techniciens en IT, mais la problématique n'est pas le fait qu'on nous les prenne et qu'ils s'expatrient. La problématique, c'est qu'on n'en forme pas suffisamment. Donc, à un moment, il faut quand même qu'on ait cet effet de masse qui permette à la fois de servir nos économies et de servir aussi le continent et le reste du monde, tout en attrayant des talents pour qu'il y ait cette mixité culturelle. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Les talents sont essentiels dans l'innovation. Il faut en former suffisamment pour que notre économie puisse en bénéficier au maximum. Très bien, je vous remercie pour ces éléments. Donc sur l'innovation au Maroc, tout à l'heure, M. Ouarani a mentionné la question de la donnée qui est effectivement très importante. Et donc le Maroc s'est doté d'une commission nationale de contrôle de la protection des données, dont nous allons écouter maintenant le président, M. Omar Sechouni, qui va échanger et évoquer la question de la continuité juridique au service de l'innovation digitale. On l'écoute tout de suite. Merci. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Que signifie la continuité juridique? Et pourquoi cette continuité juridique? Et qu'est-ce que ça a à faire avec l'innovation? Et à quelles problématiques cela vient répondre? Aujourd'hui, la protection des données à caractère personnel est parfois considérée par le seul angle conformité réglementaire, c'est-à-dire un ensemble de formulaires à renseigner ou un ensemble de dispositions à prendre. Et selon le cas, selon que l'on soit dans un régime déclaratif comme nous l'avons au Maroc, c'est à transmettre à l'autorité de contrôle qui va instruire le dossier. Et si on est dans un régime où l'accountability, la responsabilisation est mise en avant, comme avec le RGPD en Europe, c'est le responsable de traitement, l'entreprise qui gère les traitements de données à caractère personnel, qui garde un certain nombre de documentations chez elle et qu'elle présentera à l'autorité de contrôle si jamais elle est sujette à un contrôle. Donc, cette façon de faire peut paraître à certains moments comme étant une véritable usine à gaz, inadéquate avec l'esprit d'agilité qui souvent est porté par les startups et par les environnements d'innovation. Ce qu'il faut considérer, c'est que la protection des données à caractère personnel, il ne faut pas la traiter
à la fin du projet, quelques jours avant la mise en production, avec une connotation réglementaire forte. La protection des données à caractère personnel doit être perçue comme une hygiène de vie, comme un état d'esprit, comme une façon de faire, à considérer très en amont, et c'est ce qu'on appelle la privacy by design, qui aujourd'hui est un des principes piliers de la protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire imaginer le risque et apprécier le risque sur la vie privée bien en amont, très en amont, pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles en fin de projet. Les données à caractère personnel, en fait, aujourd'hui, sont un peu le moteur d'une nouvelle économie, l'économie du digital, mais on ne va pas faire de la palissade. Aujourd'hui, il y a un discours très galvaudé sur l'importance du digital et le renforcement du digital par le fait de la pandémie, etc., etc. On va aller direct au but. Les technologies nouvelles génèrent ou contribuent à générer un ensemble de données. Et donc, c'est les usages autour de ces données qu'il faut considérer. On ne réglementera pas une technologie. Par contre, on essaiera d'encadrer un usage. Si vous avez une voiture et que sur votre compteur, vous avez 180 km/h, ce n'est pas pour autant que vous roulez à 180 km/h. Selon le code de la route du pays où vous circulez, vous aurez 120 km en limitation de vitesse sur les autoroutes, ou 130, ou autre chose. Et dans les villes, ça sera 50 ou 60 pour rouler de façon modérée, parce que l'usage de la voiture dans un périmètre urbain nécessite certaines précautions. Au niveau des données et des technologies, c'est la même chose. Il ne faut pas se laisser aller à une démarche qui est purement technologique parce qu'une caméra dispose de reconnaissance faciale et qu'elle vous permet de stocker un ensemble d'informations, alors il faut utiliser à tout prix toutes les fonctionnalités de cette caméra. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et comme la chose est nouvelle, parfois on se laisse aller à l'efficacité technologique en oubliant si la façon avec laquelle on utilise cet appareil est adéquate. Donc, ce qu'il faut considérer aussi, c'est que pour une jeune pousse, la conformité a un coût qui parfois est difficile à supporter. D'où l'intérêt d'avoir des discussions, et à la CNDP au Maroc, nous essayons d'initier des discussions avec les startups pour justement packager la dimension conformité dans des solutions acceptables économiquement et en termes de ressources. Et je vais terminer avec ce que l'on a lancé au Maroc sous le nom de programme Data Tiqa. Data Tiqa, Tiqa en arabe, c'est trust, c'est la confiance. Donc, c'est la confiance en la donnée, ou avec notre partenaire. Et donc, nous avons aussi bien de grandes institutions que des associations, que des entreprises de taille moyenne ou petite qui adhèrent à ce programme parce qu'on traite au moins deux aspects. Le premier aspect qui est leur conformité de la manière la plus fluide possible. Et le deuxième volet sur lequel je conclurai, qui est de considérer qu'on leur demande d'oublier la loi. Ils oublient la loi, on fait un brainstorming, on regarde quel est leur vrai besoin, quel est leur roadmap, leur feuille de route en termes de données, et on essaie d'imaginer des solutions d'accompagnement qui les tirent vers le haut de la conformité sans pour autant les freiner, les ralentir ou les gêner dans leur développement. Et on a mis, à l'instar de certaines autorités, notamment l'autorité du Royaume-Uni, des mécanismes d'expérimentation, de bac à sable, de sandboxing, qui nous permet, même quand il n'y a pas de législation claire ou de réglementation claire par rapport à une nouvelle technologie, de la mettre sous le couvert de l'expérimentation et d'envisager de façon convenue de ce qu'il faut en faire après avoir touché les choses dans le concret. Donc, en résumé, la protection des données ne doit pas être et ne sera pas un frein à l'innovation. Elle ne sera pas non plus un alibi pour calfeutrer la fraude. Merci.
Et maintenant, je vous propose de nous diriger vers l'Éthiopie avec une keynote sur la stratégie numérique du pays avec Madame Huria Ali-Mahdi, ministre de la Technologie et de l'Innovation. On l'écoute. Greetings, it's my honor and privilege to address you at this important forum. It's also my belief that platforms such as this digital forum are crucial to exchange ideas, to learn from one another, cross-pollinate important ideas in order to come up with innovative solutions and forego collaboration unique to each stakeholder. Ladies and gentlemen, as you are all well aware, rapid digitalization is affecting all aspects of human life, including the way we receive services, learn, work, interact, socialize, entertain, and much more. Thus, technological advancements, which are mostly disruptive, have brought unique opportunities for economic development, especially for the developing world, such as our continent, Africa. Despite its massive potential, however, our continent, Africa, regrettably contributes less than 1% to the world digital economy, which accounts for about 15% of global GDP. The data tells from World Bank tells that the continent needs about $100 billion to achieve universal, affordable, and good quality internet access by 2030. At the moment, only 17.8% of households in Africa have internet at home, and the continent accounts for only 21% of worldwide internet users. In addition to connectivity challenges, issues related to digital ID and transaction accounts continue to push majority of African population out of critical services and e-commerces. Now, with the COVID-19, existing challenges are getting complicated, and now ones continue to emerge. Looking at the education sector alone, it's estimated that over 250 million school children in Africa have been affected by COVID-19, and most of them lack of the digital tools to continue their education online. This is a significant setback to the continent's pathway forward. Ladies and gentlemen, as the popular saying goes, necessity is the mother of invention. All these challenges have forced Africa to put in large-scale efforts and make strides in the digital agenda more than ever. Today, Africa's digital economy is on the rise, improving millions of lives and rapidly transforming societies. Nations in our continent are implementing different initiatives for rapid economic growth, innovation, job creation, and access to services. Countries are creating access for expanding youth populations through digital technologies. However, different African countries have different contexts, needs, approaches, and capabilities in terms of digitalization. This is why it's important that each country needs to have digital strategies to clearly put their visions and mechanisms to capitalize the opportunities and ensure sustainable development. Realizing this, the government of Ethiopia has developed and implements the country's first digital transformation strategy called Digital Ethiopia 2025 to build a competent digital economy by the year 2025. The objective of our digital transformation strategy is mainly contributing to the national objectives, particularly generating foreign exchange or contributing on GDP, job creation, and ensuring inclusive prosperity. Digital Ethiopia 2025 has also become the guiding government document that aims to correct macroeconomic imbalances, address structural impediment
to inclusive prosperity and highlight sectoral priorities, ultimately to develop an inclusive, knowledge-based and prosperous society. Among other things, this strategy is also designed to ensure and build a private sector-led digital economy and to make Ethiopia the digital hub of Africa. The strategy also assesses how digital technologies can be used to develop an inclusive, knowledge-based and prosperous society by identifying 4 strategic pathway sectors to frame Ethiopia's digital journey, which are agriculture, manufacturing, IT-enabled service, and tourism. Ladies and gentlemen, let me use this opportunity to further explain what our strategies is regarding on each pathways. The first, building a digital agricultural platform, implementing it, supporting and intensifying agricultural tech entrepreneurship is our focus on agriculture. The second, regarding agriculture, our strategy regarding manufacturing, our strategy is about enabling the adoption and creation of new communication technologies in industrial parks to expand access to global markets, enhancing digitally enabled logistics management approaches to boost export. The third, when we come to IT-enabled service, providing infrastructure to high potential talent centers and reframing and operationalizing the IT park to attract leading business process outsourcing is the focus. Finally, and the fourth one are on tourism driving digitalization across the tourism industry by setting up a tourism digitalization task force, improving tourist inflow and increasing tourist actively through targeted digital marketing strategies and building the capacity of tourism, small and medium enterprises to adopt digital technologies are what we have identifying in the strategy. Ladies and gentlemen, as you are very aware, the digital economy goes beyond just the availability of digital products and services. To take full advantage of the opportunity of the pathways, foundational aspects of the digital development will be on the highest priority. The foundational building blocks include infrastructure, including connectivity and power, enabling systems such as digital ID, digital payment, and cybersecurity, digital interactions such as e-governance and e-commerce, the broader digital ecosystem, including people, finance, and digital policies and regulations. We strongly believe innovation is one of the pillars in building a digital economy. To this end, different initiatives, including the startup legislation, are underway to foster economic growth by creating ecosystem which is conducive to the development of innovation and technology, the creation of new jobs. Ethiopia's digital journey may have just begun, but it is picking up pace. Let me conclude my remarks by wishing you a fruitful discussion and expressing my hope that the outcomes of this forum set strategic ways that will enable the advancement of Africa's digital economy agenda. አመሰግናለሁ። Asante Sena. Shukran. Thank you. Je vous le disais, parmi les 4 thématiques retenues pour ce forum, il y a évidemment la question des talents. Les talents sont le moteur du développement de l'économie numérique en Afrique. Alors comment renforcer l'éducation et la formation aux technologies numériques? Comment construire une stratégie de développement des talents pour créer de nouvelles opportunités en termes d'emploi et d'entrepreneuriat?
On voit ça tout de suite avec un débat animé par Ristel Chounan, rédactrice en chef de la Tribune Afrique, qui va animer ce débat depuis Casablanca avec ses invités. On la retrouve tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. L'Africa Digital Economy Forum se poursuit avec cette table ronde placée sous le thème « La formation des talents pour le développement digital de l'Afrique ». Les talents sont le moteur du développement de l'économie numérique en Afrique. Leur éclosion serait cependant un défi majeur pour le continent en général, si certains pays ont démontré leur prise de conscience et leur volonté de renforcer et démultiplier les compétences numériques, plusieurs autres, en effet, restent encore en marge de cette dynamique. Le renforcement de l'éducation et la formation aux technologies numériques étant un facteur essentiel pour le développement des talents dans ce domaine, quelles orientations les gouvernements peuvent-ils donner aux stratégies nationales? Comment amplifier la culture des talents numériques au sein des pays? Quelles contributions pour l'enseignement privé? Les ressources humaines correctement outillées sont un vivier pour le marché de l'emploi et boostent l'entrepreneuriat car cela favorise également le développement et l'incubation des startups. Quelles sont les compétences numériques les plus recherchées par les entreprises sur le continent? La crise Covid ayant rendu le digital incontournable dans la sphère économique, quelles sont les compétences qui s'imposeront dans l'Afrique de demain? Alors que le développement des talents pour un essor de l'économie numérique implique un plus grand accès à Internet, quelles pistes s'offrent-elles au gouvernement pour davantage développer la connectivité de leur population en général et des professionnels en particulier? Pour répondre ou alors apporter des pistes de réponses, de solutions à ces différentes problématiques et bien d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir Papa Amadou Sarr, ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes à la présidence de la République du Sénégal. Bienvenue, Monsieur le ministre. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être membre de ce panel. J'accueille également avec plaisir Monsieur Malek Kochlev, directeur général de la coopération internationale du ministère de l'Enseignement supérieur de Tunisie. Bienvenue, Monsieur Kochlev. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de participer avec vous à ce panel. Parmi nous également, Monsieur Didier Akwete, président de Afrique Search. Bienvenue, Monsieur Akwete. Merci, bonjour, ravi d'être là également. Avec plaisir également, j'accueille Monsieur Alpha Barry, directeur général de Atos Afrique. Bienvenue, Monsieur Barry. Merci à vous et je suis ravi de participer à ce panel auprès de Monsieur Akwete, Monsieur Sarr et Monsieur Kochlev que je suis ravi enchanté de connaître à partir d'aujourd'hui. Et vous, avec nous aussi. Je ne vous oublie pas, Ristel. Merci. Avec nous aussi, Monsieur Karim Sy, partenaire stratégique de 01 Talent qu'on connaît bien dans le domaine de la tech africaine. Bienvenue, Monsieur Sy. Merci, bienvenue. Heureux d'être avec vous. Alors, sans plus tarder, je me tourne vers vous, Monsieur le ministre. Lorsqu'on parle de développement des talents numériques en Afrique, qu'on discute avec les acteurs sur le terrain ou alors les investisseurs, les différents partenaires, il y a une chose qui revient toujours, c'est ce que font les gouvernements pour le développement des talents numériques. On sait que c'est d'un grand intérêt pour l'économie numérique africaine et l'économie en général. Alors aujourd'hui, quelle est votre vision de ce que le Sénégal poursuit pour le développement des talents numériques en tant que nation africaine? Alors, je vous remercie pour cette invitation et d'abord préciser que je ne pourrais pas dire plus que mon cher frère Didier sur cette question de l'éducation, ou de Karim Sy pour son expertise et son expérience à travers Jocolab, Digital Africa, mais tout ce qu'il fait aujourd'hui.
et aussi Alpha Bari de Atos, et bien entendu aussi notre cher ami de la Tunisie. Donc, je vais juste peut-être, moi, donner quelques exemples précis de ce que le gouvernement sénégalais est en train de faire, notamment à travers le travail que nous faisons pour montrer notre contribution à l'édifice. Mais préciser sur quelques généralités en mentionnant le fait que le continent africain, les gouvernants sont maintenant conscients du fait qu'il faut former de plus en plus cette jeunesse africaine qui compose plus de 60 voire 70% de la population totale des États africains, afin de répondre aux exigences croissantes d'un marché du travail beaucoup plus exigeant et aussi beaucoup plus professionnalisant, mais aussi avec la disponibilité des talents sur les talents numériques, je dirais, des développeurs, de codeurs, des jeunes de plus en plus tôt formés, aussi bien en Asie, en Europe et en Amérique latine. Et c'est pourquoi la plupart des gouvernements du continent africain mettent de plus en plus l'accent sur ces politiques publiques volontaristes de formation, et notamment avec un accent particulier dès le bas âge, au collège, au lycée, en incitant les jeunes à adopter les filières scientifiques, à faire les classes préparatoires et à embrasser à l'université des filières comme l'informatique, les mathématiques, etc., les sciences dures, pour ne dire que cela. Et bien que les élites africaines n'aient pendant longtemps pas eu de perspective d'études supérieures en dehors du continent, notamment en Europe, en Amérique du Nord, etc., force est de constater que de plus en plus, les pays africains mettent en place des systèmes d'enseignement supérieur adaptés aux besoins de l'emploi du travail. Didier va en parler, bien entendu, le mismatch qu'il y avait entre les offres de formation et l'inadéquation, dirais-je, qu'il y avait entre l'offre de formation et l'offre d'emploi sur le continent est en train de se résorber de plus en plus. Beaucoup de pays mettent l'accent sur ces compétences techniques, et de grands groupes comme Atos, dont l'exemple que je salue au Sénégal avec le recrutement de développeurs, de codeurs, et met un parallèle entre le partenariat public-privé où l'État forme, met à disposition à travers les écoles supérieures polytechniques, les grands instituts, et l'entreprise derrière recrute, des fois même avant la sortie de l'école. Et enfin, le gouvernement, dans sa volonté au Sénégal, a mis en place plusieurs infrastructures, notamment un supercalculateur qui est à Diamniadio, la Cité du Savoir qui est en finition, le parc des technologies numériques qui est en projet en cofinancement avec la Banque africaine de développement qui est bientôt terminé, le super, comme je dirais, l'incubateur du PTN, mais aussi de l'ADER qui est en cours de construction. Et enfin, le data center qui a été réceptionné récemment par l'État du Sénégal à travers l'Agence de développement de l'informatique de l'État. Toutes ces infrastructures couplées à l'enseignement supérieur à Saint-Louis, à l'université qui est très professionnalisante dans les secteurs des TIC, mais les écoles supérieures de Polytechnique à Dakar, à Thiès, les réseaux des universités virtuelles du Sénégal, tout un arsenal dans le domaine de l'enseignement supérieur, sans compter les formations professionnalisantes dans les écoles de commerce, les business schools, mettent en place aujourd'hui un cadre propice au développement et à l'éclosion de talents pour embrasser le secteur numérique et digital. Et je terminerai par dire que, je ne devrais pas le dire, mais la COVID a joué un rôle fondamental que je ne regrette pas, moi. C'est de montrer qu'on n'a plus besoin de beaucoup bouger, de faire un panel, parce que je serais peut-être actuellement à Paris en train de prendre un verre avec Didier à côté après le panel. Mais bon, on le fait à distance. J'ai dit bonjour à distance et ça permet de régler le problème. Et juste après, j'irai à une autre réunion. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Depuis 1 an et demi, toutes les réunions quasiment se font en ligne à distance. Tous les achats, toutes les ventes. Aujourd'hui, tu commandes ton sandwich, ton pizza, ta restauration, les femmes pour les greffages, etc. Ça te trouve chez toi dans la minute qui suit. Et ce sont des jeunes développeurs codeurs sénégalais qui le font. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors,
on parle de formation. Monsieur Kochlev, vous dirigez la coopération internationale au ministère de l'Enseignement supérieur de Tunisie. La Tunisie, c'est 60 ans de système universitaire ou de formation de génération et de génération d'Africains, parce qu'il faut dire que la Tunisie est une destination de l'enseignement supérieur sur le continent. Comment vous avez vu évoluer la formation des talents numériques en Tunisie et comment vous appréciez la dynamique dans laquelle le continent s'est inscrit, pardon. Excellente question. Je renouvelle le bonjour à tout le monde. Évidemment, comme vous l'avez mentionné, la Tunisie a maintenant un label en tant que destination universitaire. C'est un pays qui a très tôt, depuis son indépendance, investi dans l'éducation. Il était parmi les rares pays, quand il a accédé à l'indépendance en 1956, à réserver le tiers du budget de l'État à l'éducation. Ça, c'est très important. Ce qui nous fait, 60 ans après ou un peu plus, un système d'éducation, d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation assez développé au niveau du continent africain et de la zone arabe et de la région euro-méditerranéenne. Évidemment, les logiques ont évolué à travers le temps. D'abord, au début, la logique était une logique d'accès inclusif à l'enseignement supérieur. Maintenant, la logique devient une logique de qualité. Je m'explique. Au départ, évidemment, il fallait assurer une couverture nationale en termes d'établissements d'enseignement supérieur, en termes de formation, de manière à ce que chaque bachelier puisse accéder à la formation universitaire. Ça, c'est un acquis de la Tunisie. Maintenant, chaque étudiant, chaque bachelier a droit à l'université. Par la suite, il fallait intégrer évidemment une autre logique, celle de la qualité de l'enseignement supérieur. Et au niveau de cette logique, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait. Le système de l'enseignement supérieur tunisien compte aujourd'hui près de 270 000 étudiants, dont 3,5% sont des étudiants internationaux, un chiffre qui se développe et il y a un potentiel pour le développer davantage. Pour vous donner un aperçu sur ce que nous faisons au niveau du numérique, il s'agit d'un secteur dans lequel la Tunisie investit massivement au niveau de l'enseignement supérieur. Par exemple, nous avons à peu près 40 000 étudiants environ sur les 5 dernières années. Chaque année, nous avons un stock d'à peu près 40 000 étudiants en technologie de l'information et de la communication. Ça, c'est important. C'est 16% des étudiants tunisiens. Nous avons également chaque année, durant les 5 dernières années, entre 9 et 10 000 diplômés en technologie de l'information et de la communication. Ça également, ça mérite d'être mentionné. Mais plus globalement, au niveau des sciences et de l'ingénierie, la Tunisie se positionne comme une singularité à l'échelle mondiale. Nous sommes le deuxième pays au monde en termes de diplômés en sciences et ingénierie par rapport à la population. Donc ça indique évidemment qu'il y a eu un investissement massif, non seulement au niveau de l'enseignement supérieur, mais également très tôt dans des secteurs porteurs comme la science et l'ingénierie, parmi lesquels, évidemment, les technologies de l'information et de la communication, que ce soit dans le système LMD, mais également au niveau des écoles d'ingénieurs. Toutes ces écoles, tous ces instituts produisent évidemment beaucoup de diplômés tunisiens. Un autre fait remarquable, évidemment, nous produisons beaucoup de diplômés, beaucoup d'ingénieurs
en technologie de l'information et de la communication, mais également il y a une forte demande internationale sur les diplômés tunisiens de ces spécialités. Aujourd'hui, et le constat est là, des promotions entières au niveau de leur année terminale sont recrutées à l'international avant même l'obtention de leur diplôme. Ça, c'est un fait. Évidemment, il y a des opportunités là, il y a des points négatifs, mais c'est un fait. Ça indique qu'il y a de la bonne formation derrière. Pour vous donner un autre chiffre global maintenant sur les ingénieurs tunisiens, toutes spécialités confondues, nous en produisons à peu près 9 000 annuellement et dont 3 500 partent immédiatement à l'étranger. Il y a une forte demande, en particulier des pays européens, mais également d'autres régions du monde, notamment l'Amérique du Nord. Ce qui nous fait un système de l'enseignement supérieur qui produit des talents grâce à un investissement massif de long terme, mais qui fait face aujourd'hui à une situation où il y a une forte demande à l'international sur ces talents. Un point peut-être qu'on va développer par la suite, parce qu'il y aura l'occasion de parler justement de cette situation où on forme des talents qui partent. Est-ce une opportunité? Est-ce une menace? Comment faire pour maximiser le retour sur investissement au niveau de l'enseignement supérieur qui a été consenti par un pays comme la Tunisie? Et j'imagine qu'il y a des situations comparables, évidemment, dans d'autres pays africains. Je vous remercie, M. Kochlev. Et tout ce qu'a dit M. Kochlev me donne une belle transition pour passer à vous, M. Alpha-Bari. Le ministre le disait tout à l'heure, Alpha-Bari a recruté 300 talents au Sénégal. Au Maroc, on parle d'1 millier de talents recrutés par Atos. Vous, en tant qu'entreprise, c'est vous qui les recrutez finalement, c'est vous qui leur permettez de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris au cours de leur formation universitaire. Comment vous appréciez en fait la dynamique de formation actuellement en vigueur sur le continent? Est-ce que vous trouvez votre compte dans les profils que vous recrutez? Alors, merci pour la question, Ristel. La réponse à votre question, est-ce que Atos trouve tous les profils recherchés sur le continent, la réponse est non. Aujourd'hui, nous avons des postes ouverts qui s'expriment en dizaines, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire. En Tunisie, j'ai bon espoir de reprendre une activité en Tunisie parce que Atos était présent en Tunisie via la société Bull, et puisque Atos a fait l'acquisition de la société Bull, donc j'ai bon espoir sur la Tunisie également. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de talents pour pouvoir renforcer nos équipes dans les différents pays. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, et tout à l'heure, Papa Sarr le disait, lorsqu'on travaille avec des universités ou on a des accords avec certaines universités, avant même la fin de leur scolarité, on prend toute une génération de jeunes gens que nous recrutons en stage, parce que parfois nous n'avons pas de projet sur lesquels ils travaillent. Mais moi, en interne chez Atos, j'ai toujours une bataille en interne chez Atos qui est de dire je veux prendre des gens même si je n'ai pas de contrat. La règle, c'est vous prenez des gens quand vous avez des contrats. Mais comme je sais que nous allons avoir des contrats, parce qu'on a des demandes, aujourd'hui nous avons des demandes, et avec la fin du Covid, on a encore davantage de demandes qui viennent dans nos régions. Et donc moi, je suis aujourd'hui à la recherche de talents pour recruter. Donc je recrute, je n'en ai pas assez et j'ai besoin d'en recruter. C'est pour ça que Karim parlera un peu, nous avons un accord avec
avec Karim sur un certain nombre de sujets de training disruptif de jeunes talents africains. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de talents et j'ai une ambition qui est très forte. Aujourd'hui, nous sommes 400 au Sénégal. Il y a 5 ans, on était 20. Et on vise 800. Aujourd'hui, on est 40 en Côte d'Ivoire. J'espère être une centaine de personnes dans les 2-3 ans. Et puis, je compte développer comme ça en Tunisie, dans d'autres pays, à Madagascar, etc. Parce que je vois tous les jours des clients qui viennent nous voir et qui nous demandent de recruter pour leur compte en Afrique. Donc voilà, c'est pour répondre rapidement à votre question. On abordera d'autres sujets par la suite. Monsieur Akwete, ça fait 25 ans que vous dénichez les talents sur le continent. Tous les secteurs d'activité ont besoin des talents numériques. Aujourd'hui, quelles sont, selon vous, les compétences les plus recherchées sur ce plan-là et comment avez-vous vu leur profil se métamorphoser au cours des années? Merci Christelle, toujours un plaisir effectivement de participer à ces échanges. Et Papa Madou Charavet un petit peu a annoncé le débat en indiquant tout ce que les États font pour la transformation du système éducatif. Mais c'est vrai que les entreprises jouent un rôle plus important aujourd'hui. Et l'exemple de Atos l'illustre parfaitement. Les entreprises, en gros, depuis ces 25 ans, ont intégré en réalité le digital dans leur fonctionnement, encore plus ces dernières années. Et quand vous regardez surtout les secteurs qui ont tiré la croissance ces 10-15 dernières années en Afrique, vous avez de toute évidence le secteur des télécoms, notamment la téléphonie mobile. Ensuite, vous avez un secteur comme le secteur financier, le secteur bancaire qui se digitalise aussi de plus en plus. Et bien sûr, vous avez eu tous ces programmes massifs d'investissement dans les infrastructures. Donc, si vous voulez, l'Afrique devient une planète connectée avec des entreprises qui ont besoin de compétences un petit peu plus sophistiquées pour faire un peu ce qu'on appelle ce leapfrogging. Et donc, quand vous prenez le secteur bancaire, qui est un secteur assez dynamique finalement aujourd'hui, vous voyez bien que compte tenu de l'apparition d'abord du fait que peu d'Africains dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne étaient peu bancarisés, vous voyez tout de suite qu'aujourd'hui, la digitalisation est en train d'accélérer la bancarisation des Africains à travers les fintechs, les plateformes digitales pour accélérer en fait le processus. Et donc, le secteur bancaire est un secteur qui demande de plus en plus de compétences digitales qui sont finalement pas beaucoup formées sur le continent. Alors, le secteur télécom lui-même, c'est vrai qu'il y a une folle croissance qui a eu tendance à absorber également ses compétences aujourd'hui est en train de connaître aussi une mutation avec peut-être des compétences un peu plus particulières. Une fois qu'on a parlé de ces deux secteurs qui nous demandent beaucoup de ressources au niveau digital, il faut savoir que la plupart des fonctions dans les entreprises aujourd'hui se digitalisent. Je prends une fonction typiquement comme la fonction ressources humaines. Alors évidemment, les ressources humaines, quand on parle d'administration du personnel, on parle de paie, on parle de développement de talents, des compétences, on voit bien que la fonction ressources humaines, de plus en plus, est digitalisée avec en plus toute la période Covid que toutes les entreprises ont connue, qui fait en réalité que toutes les fonctions dans les entreprises se digitalisent. Vous prenez la fonction marketing qui était un peu digitalisée avant. Aujourd'hui, elle est encore plus parce qu'on voit bien qu'une entreprise ne peut pas réellement se développer si elle n'a pas une approche beaucoup plus ciblée vis-à-vis de ses clients, avoir une approche où elle identifie ses segments de clientèle. Donc, on voit bien que la fonction digitale s'invite dans toutes les fonctions et donc, lorsque les entreprises nous sollicitent, elles nous demandent systématiquement de trouver des candidats qui ont une appétence pour le digital, pas forcément des spécialistes, bien sûr, mais au moins que les candidats puissent être à l'aise, y compris sur les fonctions de direction générale sur lesquelles nous travaillons, ou évidemment, si un directeur général n'a pas des fonctions, n'arrive pas à appréhender la digitalisation de son entreprise, évidemment qu'il aura du mal à aller dans des stratégies de croissance et surtout sur des modèles alternatifs de développement d'entreprise. Et donc, ça devient donc aujourd'hui une constante
dans les requêtes des entreprises, parce que les entreprises elles-mêmes intègrent cette fonction dans tous les départements et dans tous les postes. Donc, pour répondre de manière plus directe, oui, les entreprises demandent que les candidats maîtrisent un minimum de technicité, en tout cas soient ouverts aux technologies et soient à l'aise avec les fonctions du numérique digital pour pouvoir travailler. Très bien, merci pour ces explications. On a sur la table des discussions une personnalité qui a accompagné le développement des compétences numériques à une échelle devenue très importante quand même au cours des années. Karim Sy, c'est vrai que vous allez parler sur ce panel de Zéro Talent, ce nouveau projet dans lequel vous êtes engagé. On vous connaît aussi pour Jocolabs, donc vous avez accompagné le développement des talents. Quel est le témoignage que vous pouvez nous faire cet après-midi sur la manière dont l'accompagnement des talents numériques sur le continent peut bénéficier à l'économie de façon concrète? Merci Christelle. J'ai dit le cadre a été posé, je pense, par les panélistes précédents. En fait, il faut tout simplement constater deux choses. La première, c'est que sans talent, il n'y a pas de transformation digitale qui est possible et il n'y a pas d'économie numérique qui peut émerger puisqu'on n'aura pas les personnes pour y travailler. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'au niveau mondial, on est déjà à un déficit de près de 5 millions de développeurs et ça va ne faire que s'accroître, sans compter ce que vient de nous présenter Didier, le besoin de upskilling, c'est-à-dire de passer à un autre niveau technologique pour toutes les compétences des différents travailleurs d'une entreprise. C'est devenu quelque chose de commun. C'est plus quelque chose qui est juste réservé aux développeurs. C'est une question aujourd'hui qui touche tous les acteurs de l'entreprise. Et donc, on voit bien l'effort monumental que doit faire une Afrique qui est aujourd'hui en train de prendre son tournant digital pour se positionner dans une économie numérique qui en plus évolue à une vitesse extrêmement rapide. Et donc à ça, on rajoute maintenant les talents que nous avons déjà en sous-nombre actuellement, mais qui en plus doivent se maintenir à niveau. Et donc ce qu'on appelle le reskilling. Et donc on voit trois niveaux, la formation de talent, l'upskilling pour la mise à niveau de compétences de différents personnels qui doivent aujourd'hui avoir des compétences digitales et les compétences du monde du digital qui doivent rester à niveau sur les technologies avancées, le big data, l'intelligence artificielle, j'en passe. Et donc, quand on voit ça, on voit bien aujourd'hui que c'est un travail extraordinaire qu'il faut faire face à un système éducatif qui finalement n'a pas évolué depuis 150 ans quelque part, et même s'il fait des efforts, on voit bien le gros sujet qui pointe à l'horizon. Comment est-ce qu'on repense notre éducation? C'est-à-dire, on a disrupté effectivement les entreprises, on a disrupté différents secteurs. Tout à l'heure, on a parlé des banques qui ont été disruptées par les opérateurs mobiles, etc. Et donc, on voit bien que là, il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'émerger. Face à ça, moi, c'est le sujet qui m'a vraiment préoccupé, l'expérience qu'on a eue et par Jocolab, et par Digital Africa, et par toutes les actions que j'ai pu mener pour renforcer l'écosystème. Ce constat-là paraissait juste évident. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à attaquer la question de l'éducation et d'avoir des talents à un coût abordable, parce que quand on n'en a pas assez, ce qu'on a coûte cher. La rareté crée la cherté, et comme ça nous a été dit, la Tunisie produit des talents, ils sont pris dans d'autres pays. Donc il nous faut aujourd'hui partir déjà de constats simples, cela, mais ensuite savoir que de toutes les manières, ce qu'on sait, la Tunisie l'a montré, d'autres pays le montrent, chacun, Atos ouvre des bureaux en Afrique et arrive à travailler à l'échelle mondiale à partir de l'Afrique, et donc on voit bien que le talent est distribué de manière égale partout. Donc la problématique, c'est sur les opportunités. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à ce type de métier et comment on peut avancer et avoir la bonne compétence pour le faire. Et donc, et qui soit en adéquation avec le marché. Et donc, c'est là où 01 est quand même parti d'une expérience de plus de 25 ans sur de la formation peer-to-peer
monté par Nicolas Sadigrac, qui était connu pour avoir monté Epitech, Epita, 42 et maintenant 01 Talent, qui est donc une nouvelle plateforme qui est basée sur une approche qui est assez disruptive, dans le sens où le cursus que l'on a, qui dure 2 ans, est sans enseignant, donc pas de professeur, ce qui est complètement disruptif, sans prérequis pour les étudiants et sans frais de scolarité. Donc on ouvre l'opportunité à tout le monde, même les plus démunis, pour accéder. La question, c'est est-ce que vous avez le talent? Et donc, et là où on s'engage, c'est qu'en fait, derrière, on s'assure et on s'engage à ce qu'ils aient un travail à la fin de la formation et à les faire travailler pendant 3 ans. Et donc, on a créé une chaîne de valeur pour les talents africains avec une capacité à les mettre à un niveau mondial. Et ça, ce qui est fait, c'est ce qui se fait en Angleterre, ce qui se fait en Estonie, c'est ce qui se fait en Finlande. Et donc, on voit bien qu'on est sur un niveau qui est à l'échelle mondiale. Et on pourra le développer plus tard. Très bien. Il ressort de toutes vos interventions qu'il faudrait davantage de talents numériques. Il faut repenser l'éducation, la formation des talents. Cela nous emmène à parler d'un sujet qui vous a tous préoccupé, celui des partenariats publics-privés, parce que c'est aussi les différentes possibilités qui s'offrent pour apporter des solutions concrètes. Alors, M. Kochlev, vous parliez tout à l'heure des accomplissements de la Tunisie en matière de formation. Quel est comment je vais dire, la trajectoire, ou alors comment vous voyez évoluer les partenariats publics-privés en termes de formation des talents numériques? Évidemment, le secteur de la formation et donc de l'enseignement supérieur est un secteur tiré par la locomotive publique, comme je disais tout à l'heure, donc en termes d'investissement, en termes de constance de cet investissement sur des décennies, ce qui nous fait maintenant un système bien établi qui produit des talents, etc. Mais parallèlement, ces dernières années, nous avons d'abord vu également un développement important du secteur privé de l'enseignement supérieur qui est en train également de se tailler sa part au niveau de la formation des talents, évidemment, tunisiens. Mais ce qu'il y a de remarquable au niveau du secteur privé de l'enseignement supérieur tunisien, c'est une agilité qui permet évidemment, du fait qu'ils sont libérés un peu de certains obstacles, d'avoir des politiques proactives de recrutement, et ce qui fait que maintenant nous avons seulement 10% par exemple des étudiants en Tunisie qui sont dans le privé, mais 50% des étudiants internationaux qui sont dans le privé, parce que l'international, le privé peut aller à l'international d'une manière beaucoup plus, on va dire, agile pour recruter des talents. Ça, c'est une chose. Donc, il est remarquable qu'il y a évidemment un développement de l'enseignement supérieur privé, mais je voudrais signaler également que la question du partenariat public-privé a une illustration tout à fait intéressante au niveau du système de l'enseignement supérieur tunisien, à savoir les formations co-construites. Et ça, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Il s'agit de mettre en partenariat des opérateurs économiques et des établissements d'enseignement supérieur qui, autour d'une même table, se mettent ensemble pour élaborer des cursus de formation, des parcours qui répondent parfaitement aux critères académiques, mais également qui répondent à un besoin exprimé par l'entreprise, les entreprises, ou parfois par un métier organisé. Et ce qui nous fait que cette expérience qu'on a lancée depuis quelques années maintenant nous produit des résultats fort
encourageant, notamment au niveau de l'employabilité et de l'emploi des diplômés de ces formations co-construites donc, entre les opérateurs économiques et les établissements d'enseignement supérieur. Et je pense que évidemment, c'est une expérience à développer davantage, non seulement pour maintenant les formations diplômantes. Vous voyez, il y a des nouveaux modes de formation qui apparaissent et qui appellent naturellement à une collaboration publique-privée. Maintenant, il n'y a pas seulement la formation diplômante, il y a les formations certifiantes. Et les certificats, naturellement, il s'agit d'aller les mettre en place et les produire avec les entreprises. Donc ça se développe et on en voit évidemment beaucoup au niveau d'éthique. Évidemment, maintenant le diplôme c'est quelque chose, mais le certificat c'est une valeur ajoutée, mais ça devient de plus en plus un prérequis pour l'emploi. Donc la certification est également très, très importante. Autre chose, au niveau des modes de formation, évidemment, il y a la formation initiale, mais il y a la formation continue. Là, ça peut être à la carte, ça peut être pour et avec le secteur privé, mais la formation tout au long de la vie également. Donc, ce changement de mode de formation implique naturellement cette ouverture de l'université au monde socio-économique et cette collaboration pour mettre en place des formations, mais également par la suite pour en bénéficier. Très bien, merci M. Kochleff. On me signale déjà que nous devons accélérer parce que le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Alors, on retient bien qu'il y a besoin de former de nouveaux partenariats publics-privés afin de donner une nouvelle orientation à la formation de façon à satisfaire le marché de l'emploi. Monsieur Alpha Barry, aujourd'hui, on a vu, vous l'avez dit précédemment, le Covid-19 a instauré une certaine pression aussi sur les entreprises en termes de compétences numériques. Aujourd'hui, concrètement, s'il fallait mettre à jour la formation, vous, en tant que patron d'entreprise, recruteur, vous choisirez, vous mettrez l'accent sur quelle formation de façon précise? Citez-nous 2 ou 3 formations qui vous paraissent les plus urgentes. Alors, nous avons déjà depuis plusieurs années établi des partenariats avec des universités. Au Sénégal, nous avons un partenariat avec Supinfo, au Maroc, avec Supinfo, avec l'INPT au Maroc, au Sénégal avec l'ESP, avec l'UCAD, en Côte d'Ivoire avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Donc, on en a beaucoup d'autres encore avec lesquels on va travailler. Donc ça, il faut le renforcer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on explique aux universités. Attends, vous m'entendez, Ristel? Il y a un peu de bruit de fond peut-être. Oui. Donc, il faut renforcer ce partenariat. Mais ça ne suffira pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est pour ça, je pense que le partenariat que nous avons démarré avec Zéro Talent, que Karine Si expliquait tout à l'heure, qui est extrêmement novateur, qui peut permettre à des jeunes qui n'ont pas le bac de devenir des développeurs, de devenir des codeurs, de devenir des gens compétents en informatique. Ça, ce sont des voies sur lesquelles il faut pousser en Afrique parce qu'on a des talents. Et avoir du talent, ce n'est pas forcément aller à l'université. Il faut renforcer cette partie-là, tout en continuant à développer le partenariat avec les universités et les écoles de formation privées. Alors, Monsieur Akwete, rapidement, c'était un point assez important sur comment les entreprises africaines peuvent s'organiser aujourd'hui pour absorber les talents numériques africains. Alors peut-être rapidement, c'est surtout l'univers des PME. Il faut savoir qu'il y a à peu près 100 millions de PME et TPE en Afrique qui ont besoin de ces fonctions. Et ce que fait Karine Si, à mon avis, répond parfaitement à cette dynamique, l'absorption de ces talents du numérique. Et donc, si on arrive à accompagner davantage les PME pour être les champions de demain, toutes ces compétences numériques pourront trouver leur place. Karine Si, rapidement, peut-être un peu sur comment l'écosystème de la formation peut s'organiser
de façon à décupler les talents numériques sur le continent. On ira un peu plus bas, notamment au niveau des lycées, etc. Les lycées préparent, mais comme on l'a dit, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde les études de l'OCDE et autres, on nous parle des 4C sur les nouvelles compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire la créativité, l'esprit critique, la communication et la coopération. Donc, en fait, les gens doivent apprendre à apprendre, en fait. Les choses évoluant tellement vite. Donc, ce qu'on fait dans un premier temps, nous, c'est d'identifier des talents. En fait, on est un créateur d'emplois hautement qualifié avec une formation intégrée. Et l'importance, comme vous le dites, à travers les partenariats publics-privés, c'est qu'on voit bien que ce besoin, il est pour l'ensemble du pays. Donc, en fait, il nous faut réunir l'écosystème autour du projet, avoir les partenaires qui sont impliqués. Atos, un premier pas. Nous sommes en train de nous rapprocher et de discuter. On a rencontré Absar, d'autres ministres. Et donc, pour avoir vraiment tout l'écosystème qui s'engage autour du sujet, parce que ces talents-là leur sont destinés. Je vous remercie infiniment, chers panélistes, d'avoir été avec nous. Il y avait tellement de sujets qu'on devait aborder, qu'on n'a pas pu aborder. Merci infiniment. Et maintenant, je vous propose que nous nous dirigions vers l'Égypte avec un discours du professeur Mohamed Eman Achour, vice-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour les affaires universitaires. On l'écoute. Honorable guests, distinguished ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to be speaking today at the first edition of the Africa Digital Economy Forum. With the modern era marked by an explosion of information, foiled by the development of technology, strengthening the ICT talent ecosystem is more important than ever. While technologies such as artificial intelligence, cloud computing, big data, and the Internet of Things are needed for our progress, but we cannot benefit from them fully without investing in building the ICT talent ecosystem. According to the African Development Bank, Africa represents a market of 1.2 billion people with an estimated growth of 3.4% of 2021. Half of Africa's population will be under 25 in 2050. Over the past decades, Egypt has witnessed a major technological development and an outstanding revolution in the ICT domain. The vision of Egypt's Ministry for Higher Education to invest in youth in line with Egypt Vision 2030. Ministry of Higher Education cooperate with different multinational companies. Huawei is one of them. Through many programs, the ICT Talents Bank, ITB, is one of them. Huawei's cooperation with the Egyptian Ministry of Higher Education aims to contribute to Egypt's digital transformation strategy and the 2030s Sustainable Development Vision. Thank you. De retour sur le plateau de l'Africa Digital Economy Forum et avant de nous quitter, nous avons l'honneur d'accueillir pour un discours de clôture Madame Cristina Duarte, conseillère spéciale pour l'Afrique aux Nations Unies, que je remercie très chaleureusement de sa présence et que nous écoutons maintenant. Mesdames et messieurs,
D'emblée, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte de participer à l'édition 2021 du Forum de la Tribune Afrique sur l'économie numérique, un sujet hautement d'actualité en Afrique. Si le continent africain veut générer une croissance économique qui mène au développement durable, il doit se concentrer sur la rétention et la création de richesses, mieux gérer ses propres ressources, favoriser l'inclusion, progresser sur les chaînes de valeur mondiale, diversifier ses économies, automiser le mix énergétique et placer le capital humain au centre de l'élaboration de ses politiques socio-économiques. Le constat est clair et connu de tous. Alors, que manque-t-il au continent pour mettre ces idées en pratique? En tout premier lieu, il faut construire des institutions fortes. Sinon, les ponts, les routes, les réseaux électriques ou des télécommunications, les écoles ne parleront pas. Ces infrastructures physiques ne trouveront pas leur caisse de résonance dans les cœurs des populations qu'elles sont censées servir et desservir. Comment construire un système national d'éducation fort et inclusif ou un système national de santé fort en temps record pour bâtir sur les défis et les opportunités apportées par la COVID-19. L'Afrique doit adopter de manière massive la numérisation comme catalyseur et accélérateur de sa construction. Certains diront sa reconstruction institutionnelle. L'Afrique n'a pas besoin de transition. Elle peut sauter le pas numérique sans se soucier des étapes intermédiaires. Ce saut technologique n'est pas un rêve, mais une possibilité rendue possible par l'évolution rapide et spectaculaire des outils informatiques. La numérisation des économies africaines d'ici les 5 prochaines années peut jouer un rôle de Ferrari, un accélérateur de croissance, tandis que l'Afrique se prépare à l'intelligence artificielle, à l'Internet des objets, à la blockchain, et la liste n'est pas exhaustive. La fenêtre ne sera ouverte que pendant 5 ans, pas plus, malheureusement. Dans ce laps de temps très court, mais une éternité dans l'ère informatique que nous vivons, les mentalités doivent s'adapter de toute l'urgence. Ce n'est plus une option, mais un impératif, car le reste du monde est déjà poussé par l'innovation. À cet égard, les sociétés civiles semblent être mieux préparées que leurs décideurs politiques. En effet, en dépit du manque de catalyseurs politiques, l'industrie de la technologie numérique s'est développée en Afrique. À l'image des incubateurs et startups, en passant par les hubs technologiques ou la création de centres de données, les activités liées aux technologies d'information et de la communication se propagent à travers le continent. Exploiter ce potentiel sera crucial pour sortir encore plus fort de cette crise. Malgré quelques exemples encourageants, le défi demeure de taille. La numérisation n'est pas une réalité généralisée en Afrique. Des signes positifs existent, mais ils sont encore insuffisants pour sauter pleinement le pas vers une véritable économie numérique africaine. Afin de générer une croissance transformatrice, la numérisation ne peut pas continuer à être le seul fait de la société civile ou du secteur privé. Elle doit être renforcée par l'élaboration des politiques volontaristes. La fracture numérique n'est rien de nouveau. L'inégalité est l'essence même du système socio-économique. En ce sens, la fracture économique ou la fracture socio-économique en Afrique alimente la fracture numérique et vice-versa. Tant que ce cercle vicieux n'est pas rompu par une action énergique des institutions publiques, il sera assez difficile de débloquer la transformation structurelle nécessaire.
Malheureusement, avec seulement 28% de sa population ayant un accès à l'Internet, cette fracture numérique n'a pas permis à l'Afrique de profiter pleinement de cette opportunité. Toutefois, la fracture numérique ne se mesure pas uniquement par le niveau d'accès à l'Internet. Il faut également prendre en compte les avantages de l'utilisation de l'Internet pour l'utilisateur. L'objectif de la numérisation ne doit pas viser la seule augmentation de la consommation, mais plutôt l'amélioration des conditions socio-économiques de la population, ou, en d'autres termes, son caractère inclusif. Pour atteindre cet objectif, un cadre réglementaire clair et des personnes instruites sont des conditions de base qui doivent être remplies. En Afrique, outre la connectivité à l'Internet, tous les autres éléments de base à des degrés divers font défaut, tels que l'électricité, l'alphabétisation, l'inclusion financière et la réglementation, ce qui entrave lourdement la capacité de la population à utiliser les solutions numériques disponibles. La crise du Covid-19 a accentué cette fracture. Saisir les opportunités que toute crise dissimule très subtilement s'avère extrêmement difficile. Mais les opportunités apportées à l'Afrique par la crise du Covid-19 doivent être saisies. Ce sont des moments où la vision et le leadership des décideurs sont mis à l'épreuve. Comme McKinsey l'a bien noté, la crise de la Covid-19 contient les germes d'une réimagination à grande échelle de la structure économique, des systèmes de prestation de services et du contrat social de l'Afrique. La crise accélère des tendances telles que la numérisation, la consolidation du marché et la coopération régionale et crée de nouvelles opportunités importantes. Par exemple, la promotion de l'industrie locale, la formalisation de petites entreprises et la modernisation des infrastructures urbaines. C'est le moment. Il faut cependant reconnaître qu'au cours des 5 dernières années, une vague de changements est en train d'émerger en Afrique. Il existe 3 initiatives africaines qui indiquent que le continent pourrait s'approcher d'un saut qualitatif en la matière. La première, la création de la zone de libre-échange continentale, dont l'objectif est de créer un marché unique que devrait générer un produit intérieur brut estimé à 3,4 trillions de dollars. Deuxième, la création par le gouvernement sud-africain d'un nouveau centre pour la 4e révolution industrielle du Forum économique mondial. Et la troisième, le lancement par le Forum économique mondial de la Africa Growth Platform, une initiative qui vise à aider les entreprises à se développer, à être compétitives à l'échelle internationale. Si elles sont mises en œuvre avec succès, ces 3 initiatives en cours pourraient changer la donne et générer les résultats galvanisants, notamment grâce au saut numérique. Mais il est important de noter que la vague de changement s'est portée par 2 dynamiques. La première, de la base vers le haut, bottom-up, où le moteur de la transformation numérique se situe au niveau des entreprises, des sociétés. La deuxième, l'approche du haut vers le bas, qui est déclenchée par l'intervention des pouvoirs publics à travers la création et la promotion d'écosystèmes d'innovation. Jusqu'à présent, la vague de changement mentionnée ci-dessus a suivi une dynamique ascendante, du bas vers le haut, bottom-up. Elle a été essentiellement portée par le secteur privé
et les sociétés civiles. Plus de 600 pôles technologiques ont vu le jour à travers le continent. Et 3 ont acquis une reconnaissance internationale. Les villes de Lagos, Nairobi et du Cap accueillent des milliards de startups, des incubateurs, des parcs technologiques et des centres d'innovation portés par le secteur privé et des jeunes qui, malgré la diversité, réalisent à quel point le travail indépendant est lié à l'innovation. Concernant la dynamique descendante du haut vers le bas, elle est initiée par les décideurs politiques. Dans son rapport de 2018 sur la préparation à la production future, le Forum économique mondial établit un inventaire des pièces manquantes de ce puzzle. Sur les 25 pays africains analysés, 22 ont été classés comme ayant un faible niveau de préparation, marqué par l'absence de politiques publiques axées sur la création d'un écosystème favorisant l'innovation. Il a été estimé qu'une augmentation de 10% de la pénétration du haut débit mobile en Afrique pourrait générer une augmentation de 2,5% du PIB par habitant. C'est une question d'urgence. Oui à la numérisation, mais pas au détriment du citoyen. L'addition massive des technologies numériques implique également que les décideurs politiques doivent prendre en compte l'impact juridique et éthique complexe de la technologie dans la société, y compris la confidentialité, le type de données récoltées, le contrôle endogène et l'évasion fiscale exacerbée par les intangibilités économiques. Cela est particulièrement nécessaire en Afrique, où des institutions faibles pourraient ne pas être en mesure de défendre les droits et les intérêts de leur population contre ceux du marché. C'est là que le 16e objectif de développement durable, à savoir le rôle de la création des institutions solides, apparaissent comme un rempart démocratique pour lutter contre l'usage abusif des données et son impact sur la vie privée des citoyens. Merci beaucoup pour cette opportunité. Chers internautes, ce forum touche à sa fin, mais vous pourrez retrouver le replay en intégrale ou par séquence sur notre site et nos réseaux sociaux. Un grand merci de nous avoir suivis pour cette première édition de l'Africa Digital Economy Forum. Je remercie également nos partenaires, notre partenaire fondateur Huawei et nos partenaires l'AICTO, Atos, le BCG, l'IRES, le ministère de l'économie numérique de Côte d'Ivoire, Orange et Smart Africa. Merci à nos partenaires. Enfin, notre objectif est que ce forum soit suivi d'actions et d'initiatives concrètes. C'est la raison pour laquelle nous publierons prochainement sur le site de la Tribune Afrique un manifeste regroupant les 10 points clés pour un développement de l'économie digitale sur le continent. Ce manifeste sera issu des débats de ce forum et de vos retours. Merci à tous, chers internautes, de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur la Tribune Afrique.